Aujourd'hui, vous le voyez, c'est un jour spécial parce qu'on a un invité, j'ai envie de dire un invité en or. Mec, franchement. invité de marque. Un invité de marque, comme on le dit. C'est un réalisateur, producteur. Il a produit des classiques à l'image de Neg Marron. Silex, faut que tu mettes dans ta tête qu'il n'y a rien pour des gens comme nous. Hein. J'en ai marre de ma mère, marre de mon père. Je veux être libre. Et mon premier film m'a tout appris. Neg Marron m'a tout appris dans cette industrie. De gang des Antillais. On est ensemble maintenant. C'est jusqu'au bout. Ça va mal finir. Arrête pendant qu'il est encore temps. Fanon. Je travaille avec vous. On dit que vous ouvrez des brèches dans une psychiatrie coloniale complètement dépassée. Vous allez apprendre à vivre avec eux et eux avec vous. Si vous défendez des Algériens, ils vont faire un dossier contre vous. Mais j'avais envie de rester dedans avec des valeurs et avec un cinéma qui m'était propre. Can we talk? Je sens que ma voix devient de plus en plus suave, mon ami. Cette intro est incroyable. Elle est validée. Mes amis, bienvenue sur Can We Talk. Vous savez, votre podcast qui est produit par la Nekao School. La Nekao School, elle est faite pour toi si jusqu'aujourd'hui, tu t'es toujours dit que tu aimerais bien trouver des moyens de pouvoir t'enrichir, gérer ton argent, mais tu ne sais pas comment faire. Non, ce n'est pas fait pour les autres, c'est aussi fait pour toi. Le lien est disponible juste en dessous. Tu as juste à cliquer, que ce soit par rapport à la bourse, la crypto-monnaie ou l'immobilier. Tout est à l'intérieur et en plus, tu auras la chance de pouvoir participer à cette communauté qui est en train de se construire. Notre objectif est clair, c'est de pouvoir permettre à 1 million d'afro-descendants de pouvoir avoir une stratégie d'investissement. Donc, si tu veux faire partie du mouvement, prends ton premier appel, c'est gratuit. Let's go! Comment allez-vous, messieurs? Comment ne pas aller quand on a des auras de cette ampleur? Aujourd'hui, vous le voyez, c'est un jour spécial parce qu'on a un invité, j'ai envie de dire un invité en or. Mec, franchement. Invité de marque. Un invité de marque, comme on le dit. C'est un réalisateur, producteur. Je sais qu'il est également acteur. Je sais pas si c'est acteur à plein temps, mais je sais qu'il l'a été. Il a produit des classiques à l'image de Neg Marron, à l'image de Gang des Antillais et à l'image d'un film qui va sortir dans 1 mois, à l'heure où on parle, Fanon. Je vous présente Jean-Claude Barny. Comment vas-tu? J'ai presque envie d'applaudir. J'étais à 2 doigts d'applaudir, là. Franchement, Stéphane. Franchement, Jean-Claude, merci déjà d'être ici parmi nous. C'est un honneur, c'est un plaisir de pouvoir t'accueillir. Et comment vas-tu? Je vais bien. Je vais bien comme un réalisateur très heureux d'avoir sur moi un de ses meilleurs films qui va bientôt sortir. En fait, c'est un honneur pour nous à plusieurs égards parce que on a lancé ce podcast il y a 1 an et demi maintenant. C'est ça. Et on parlait hors caméra. C'est un honneur parce que tu disais que c'est la première fois que tu vas te plier quelque part à ce type d'exercice. Donc déjà pour nous, c'est sympathique. Et d'autre part parce que, je vais parler à titre personnel, quand avec Loïc, on s'est entendu sur le fait qu'on souhaitait pouvoir créer un espace au travers duquel on souhaite mettre en avant des hommes, des femmes noires qui sont dans l'action, qui font force de proposition. Honnêtement, j'aurais pas imaginé avoir quelqu'un de ton acabit à côté de nous, même si on a toujours des projections et des ambitions très importantes, mais à titre personnel, je me sens véritablement honoré que tu sois là et je pense qu'on va en profiter, notamment on en parlait encore aussi hors caméra, pour pouvoir véritablement pousser et donner de la voix pour l'œuvre que tu as produite. En tout cas, on va en parler longuement durant cet échange. D'ailleurs, avant d'en parler, on va tout de suite vous mettre l'extrait pour que vous puissiez vous-même voir à quoi vous attendre. Fanon qui sort le 2 avril. Le 2 avril, les amis, c'est parti. Aux colonies, l'interlocuteur du colonisé est le gendarme ou le soldat. Le monde colonisé est un monde coupé en 2. Vous ne les connaissez pas, ils sont dangereux. Vous croyez que vous allez changer la nature des Nord-Africains? Ce sont des hommes comme vous et moi. Ah, mais comment vous voulez changer les choses, ici en Algérie? Ici comme ailleurs. Monsieur Fanon, je travaille avec vous. On dit que vous ouvrez des brèches dans une psychiatrie coloniale complètement dépassée. Vous allez apprendre à vivre avec eux et eux avec vous.
Si vous défendez des Algériens, ils vont faire un dossier contre vous. On n'a pas le droit de se défiler. Et enfin une chance que ça change ici. Arrêtez avec vos théories, vous confondez la médecine avec la révolution. Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission. La remplir ou la trahir. Moi, comme vous. Et voilà les amis, et croyez-moi, vous n'avez rien vu parce que j'ai eu l'honneur d'aller voir ce film en avant-première. J'ai été invité directement par Jean-Claude. Vous voyez, quand on est un peu VIP, on a droit à des privilèges. Et franchement, j'ai vraiment été marqué à titre personnel. Et franchement, merci pour le travail que tu as fait pour ce film. Allez le voir en pagaille, à fond. Déjà, revenir sur... est-ce que tu peux nous dire qui sont ou quelles sont les personnes qui ont participé à la réalisation et je sais pas comment on dit, la production de ce film. Voilà, on a besoin de tes lumières là-dessus. Alors, en fin de compte, quand on fait un film, ça démarre souvent dans une sorte de relation entre un producteur et un réalisateur. Le producteur, c'est celui qui va chercher l'argent et permettre à l'artiste, le réalisateur, de mettre en application son œuvre. Donc, au début de tout, il y a une sorte de pyramide. Donc, tu vois, tout en haut, le producteur. C'est le grand argentier, généralement. Et dans les années 70, c'était celui qui avait le cigare, la roche. Enfin, ça, c'était la caricature. Aujourd'hui, un producteur, c'est quelqu'un qui bat le chemin, qui passe aussi bien dans des bureaux institutionnels ou dans le privé. C'est vraiment quelqu'un qui cherche le budget pour un film. Ensuite, il y a le réalisateur. Le réalisateur, c'est celui qui va faire le film, qui va soit engager un scénariste, s'il n'a pas la compétence de l'écriture. Donc, il s'assoit avec un scénariste, co-scénariste. Moi, j'ai toujours le même co-scénariste depuis toujours. C'est Philippe Bernard qui, depuis la suite de Negmaron, m'accompagne depuis, on va dire, 15 ans sur tous mes films. Donc, c'est une sorte de relation très forte, fusionnelle presque, parce que presque il connaît mon cinéma et à la fois, il sait quels sont les engagements et il m'amène, structurellement parlant, à faire des très bons scénarios. Donc, ça, c'est le scénariste. Ensuite, quand tu rentres dans le vif, tu redéploies une équipe technique. Et ton premier choix, ça sera le premier assistant. C'est lui qui va t'accompagner pendant tout le long du tournage et qui va faire en sorte que toute l'administration, je veux dire, technique soit mise en place. Mais il y a 3 éléments qui, pour moi, me semblent très importants. C'est le chef-op. Le chef-op, c'est lui qui va faire la lumière, le cadre, comme ici, et qui va donner de l'image, de la lumière, de la forme à ton travail. Après, il y a les décors. Le décor s'applique aussi parce que c'est l'arrière-fond, et c'est aussi là où moi je pense qu'on est très pertinent. Ça donne aussi de la valeur ajoutée à un travail de cinéaste. Et puis surtout, il y a aussi les costumes. Souvent, on oublie les costumes, et quand tu fais des films en costume, où il faut absolument que ce soit d'époque, où il n'y a pas de ce qu'on appelle d'anachronisme, que tu vas pas mettre une montre des années 90 sur un film des années 60, les costumes sont très importants. Et puis c'est aussi la ligne graphique qui va faire que tout ce petit monde va pouvoir donner corps à ton œuvre. Et je mettais 3 petits points qui sont qui sont les acteurs. C'est pourquoi parce que faut bouger la tête en même temps. Ouais, non, mais on valide, on voit les paroles. Mais donc il y a les acteurs du film. Et là, c'est encore une autre histoire parce que on est dans une industrie, donc on appelle aussi le bankable. Donc il faut des acteurs qui font sens pour un film. Et puis comme nous, on est un peu entre guillemets assez nouveau, même si ça fait je parle pas de années passées, mais on en parle tout à l'heure. Mais on a encore du mal à trouver des acteurs noirs de calibre. Quand tu dis nous, on est assez nouveau, tu parles de la communauté du coup? Ouais, je pense qu'aussi, à part les 2-3 personnes qu'on connaît et qu'on cite, alors on va dire Omar Sy, on va dire Lucien Jean-Baptiste, voilà, c'est un peu, il y en a 4 aujourd'hui qui font office de personnages bankable afro pour tous les films. Alors tu peux parler, ils passent du film dramatique au film comique, mais il y a quand même pour moi des gens qui ont cette signature de film comique et qui sont très difficiles à retrouver dans les films dramatiques. Les Américains, ils font pas, toi, tu vas pas voir dans Washington dans un film comique, toi, et ni Kevin Hart dans un film dramatique. Toi, c'est vraiment très ciblé parce que le public, il a du mal à, une fois qu'il t'a connecté, il a du mal, exactement, d'identifier, il a du mal à te retrouver ailleurs. Et nous, on les fait passer, pour des raisons diverses qu'on pourra parler tout à l'heure. Et nous, avec mon producteur, donc Sébastien Nomo, on a mis beaucoup de temps pour identifier des personnages afro qui peuvent avoir des rôles
dans des films dramatiques. Des personnages et j'imagine peut-être des producteurs. C'est un univers qu'on a du mal à financer peut-être. Peut-être que ça dérange. Mais oui, c'est clair que cet univers, c'est comme Breaking Bank, en fin de compte. L'univers de l'industrie cinématographique, c'est une banque. C'est une banque qui a beaucoup d'argent dedans, et donc, ça part d'abord du clientélisme, et on n'essaie pas de faire entrer ceux qui ont faim, parce qu'on sait qu'ils vont tout manger. Ça fait depuis longtemps que tu es là, et déjà, j'imagine que pour Fanon, ça a dû te demander énormément de travail pour pouvoir trouver ses producteurs, financer le film, je pense. Ce qui est beau dans ce projet-là, c'est pour moi vraiment un vrai aboutissement d'expérience d'avant. Et quand on dit ça fait longtemps, oui, je suis là depuis... je pense que je suis la génération qui arrive après aux années passées Christian Lara. Et on va dire Pascal Gétimus. Je suis cette jeune génération qui arrivait, on va dire, à 25 ans. Et mon premier film m'a tout appris. Negmaran m'a tout appris dans cette industrie, mais j'avais envie de rester dedans avec des valeurs et avec un cinéma qui m'était propre. Et par la suite, avec Le Gang, la rencontre avec Sébastien Nouveau m'a permis de découvrir d'autres possibilités que de faire des films qui étaient plus ou moins adressés que à ma communauté. C'est avec cette rencontre-là qu'on a décidé de faire du cinéma et d'aller chercher très loin à chaque fois pour demain partir sur le Graal qui serait peut-être les États-Unis. Il faut qu'on puisse parler de Fanon, c'est-à-dire du pourquoi est-ce que tu as décidé de donner, si je ne m'abuse, pas loin d'une dizaine d'années de ta vie, de l'idée à aujourd'hui autour de ça. Mais avant tout, je pense que tu l'as vu, on a quelque peu été dithyrambique à ton sujet en début de podcast pour les raisons qu'on a évoquées. Comment est-ce que toi tu appréhendes le fait d'être perçu par certaines personnes comme une légende? Tu sais, faut pas avoir peur des mots. Je pense que nous, on dit beaucoup ici que on veut, au travers de ce média, donner les fleurs aux personnes qui nous ont fait du bien, aux personnes qui nous ont fait rêver. Comment est-ce que tu appréhendes ça? Est-ce que tu y penses? Est-ce que tu y penses pas du tout? Comment tu... Moi, je pense que de nature, je suis assez discret. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent pas mon visage. Et puis, j'ai toujours mis en avant-plan mon travail plutôt que une sorte de... Ta personne. De personne. Et puis aussi, je corresponds aussi à quelque chose que la société n'a pas envie de rendre show-off, quoi. Donc, du coup, il y a beaucoup de choses comme ça qui se croisent, qui font, je suis resté pendant très longtemps dans une sorte de travail de termite. Tu vois, parce que c'était aussi utile, parce que tu peux pas faire les films qu'on fait si on est toujours en train de faire les avant-premières. Voilà. Mes films correspondent pas à... Non, je dirais plutôt mes films correspondent à l'image que je suis. D'accord. Ce sont des films de fond, des films de conscience. Donc, je trouve que je suis à ma place avec des gens comme vous et plutôt à parler là qu'à avoir une notoriété de cinématographe. Ça me dérange pas du tout. Mais aujourd'hui, je pense que, avec sincérité et humilité, pardon, je pense que cette génération dont vous faites partie peut plus avoir envie de me reconnaître que celle dans laquelle j'officiais à mon époque. Comment tu l'expliques ça? Je pense que c'est le côté décomplexé. C'est-à-dire qu'à mon époque, on était en train de batailler fort, quoi. Et puis, il y avait aussi une industrie qui s'appelle la musique, et lequel, évidemment, le star system prenait plus le pas que de cinéma. C'est-à-dire, très vite, il y a eu des gens, alors j'ai fait des mots comme des groupes de hip-hop qui ont cannibalisé la conscience et l'art afro. Super intéressant. Et du coup, le cinéma était un peu pas l'enfant pauvre, mais c'était pas forcément ce que la jeunesse avait envie de voir. Et puis, je pense que les Américains, avec leurs films, ont remplacé l'univers des films afro-francophones. Donc, je pense forcément à des films de Spike Lee, de Dwight Singh, Menace Society, tout ce que nous, on a aimé voir, ou même, j'allais dire Wakanda Black Panthers. Donc, ces films ont rempli la case que nous, on n'arrivait pas à remplir. Et du coup, au lieu de chercher ce que nous, on avait comme réalisateur afro, c'était rempli par les afro-américains. C'est intéressant ce que tu dis sur la musique parce que j'avais jamais réfléchi comme ça. C'est pas du tout une analyse que j'avais faite. Donc intéressant. Est-ce que tu pourrais l'expliquer par le fait qu'il y a une forme peut-être de facilité d'avoir un rentré dans la musique là où le cinéma, on le sait, c'est chasse gardée. Il y a encore quelques années, parce que on parle de cinéma, mais même rentrer, ne serait-ce que dans un théâtre. Pour beaucoup de personnes, avant l'avènement des Jamel Comedy Club et tout ça, pour beaucoup de personnes de notre génération, c'était même pas
imaginable. Là où le rap, on faisait ça en bas du quartier. Est-ce que tu penses que ça peut expliquer Oui, clairement. Ok, d'accord. Non, c'est logique. Hein. Clairement, on peut dire que sur un point de départ, tu avais la variété dans les années 70, qui était la variété française, et ensuite le côté urbain s'est développé avec la musique de banlieue urbaine. Donc alors, on va parler général. Donc les mecs de banlieue urbains ont commencé à faire leur propre musique. De là sont sortis des identités contestataires. NTM, IAM, Assassin, et puis eux ont rempli cette case qu'avait besoin la jeunesse. Je parle de côté réfractaire. Dans leur texte, il y a eu des moments des luttes qui ont vraiment généralisé, qui ont globalisé, qui sont devenus... là, on parle pas de couleur, on parle vraiment d'identification sur des luttes. Hein. Donc tout le côté urbain, même parisien, se sont reconnus dans leur contestation. Et quand, on va dire le système, hein, pour être global, quand le système a vu que finalement c'était un vrai pouvoir qui était en place et que la musique avait vraiment une vraie identification, ben elle les a laissés grandir, prendre la place qu'il fallait. Mais vous allez voir que dans le cinéma, ça s'est pas passé comme ça. C'est-à-dire que si tu reprends la variété qu'il y avait dans la musique, il y avait entre guillemets la même variété dans le cinéma, identiquement pareil, et que tous les réalisateurs qui commençaient à avoir les mêmes envies que les rappeurs pour faire du cinéma, les budgets ne venaient pas, l'écriture se faisait pas, les distributeurs les signaient pas, et donc du coup là ça a été complètement annulé. Donc tous ces gens qui avaient les mêmes projets culturels ou artistiques que dans la musique, ils sont restés à l'image de La Haine, par exemple. La Haine, justement, c'était l'exemple qu'il fallait donner pour dire que ça peut marcher si tu as le bon codage. C'est-à-dire que si tu as, entre guillemets... jusqu'à le sourire parce qu'il parle de mon ami, là. Et ça, c'est pas bon. Parce que tu étais directeur de casting dans ce absolument. film. Non, oui, et que tu connais aussi le producteur. En fait, ce qui est intéressant dans La Haine, c'est que Mathieu, lui... Mathieu, que tu connais très bien. Qui est mon ami frère. Voilà. Et que c'est le bon exemple et à la fois le mauvais exemple. Parce que le bon exemple, c'est que lui a fait un film qu'il avait envie de faire. Un artiste a le droit de parler de n'importe quoi, à partir du moment qu'il est touché et qu'il a vraiment sa légitimité. Moi, il prend sa légitimité parce qu'il a toujours traîné, moi je connais qu'on avait 18 ans, il a toujours traîné avec les mêmes mecs. Donc légitimement, tu parles avec et tu racontes ce que tu connais autour de toi. Donc pour moi, il est légitime. Mais à cause de cette légitimité-là, il y a d'autres qui ont aussi, qui sont moins légitimes parce qu'ils viennent d'endroits différents, parce qu'ils n'ont pas le réseau nécessaire et parce que leur propos est, entre guillemets, subversif. Et là, le casier est en moi. Là, tu as moins de propal, quoi. Et c'est là où je pense qu'il y a des gens comme, je ne vais pas parler quel restaurant je pourrais me souvenir, mais en tout cas, c'est là où, en tout cas, il y a des films qui ne se sont pas faits parce qu'ils n'avaient pas le bon ticket. Et je ne parle pas de la couleur, ils n'avaient pas le bon ticket. Ouais. Et vraiment parce que voilà, tout est contrôlé ici, donc il y a rien qui sortira que tu ne valideras pas. C'est important pour moi de le dire, mais parce que moi je trouve que c'est ça qui est intéressant parce que ça nous permet, même si tu m'as bloqué un peu, mais moi je suis assez d'accord pour n'avoir jamais la langue de bois parce qu'on a le temps de l'expliquer. Quand tu t'as pas le temps d'expliquer, les gens disent mais quand tu peux l'expliquer et si t'es honnête là, tu peux dire pourquoi, parce qu'il y a eu beaucoup de polémiques autour de La Haine. C'est ça. Mais pour moi, et j'ai jamais eu la parole dessus parce que je suis pas là, je suis que directeur de casting, mais en tout cas pour moi, c'est un des films qui était le plus légitime sur tous les films de banlieue parce que toutes les personnes qui étaient là, ils étaient à la bonne personne. Bien sûr. Et on parlait du cinéma. Parce que c'est très important quand même ce que tu dis dans l'analyse que tu as faite juste avant, que du coup, ça s'est énormément déplacé dans le rap finalement parce que visiblement à cet endroit-là ils avaient droit de citer, les acteurs avaient droit de citer. Quand je dis les acteurs, je parle des rappeurs, et finalement on remarque que ça t'a quelque part entre guillemets touché aussi dans ta carrière, dans le sens où tu es directeur de casting dans ce film. Avant ça, tu as fait des choses, c'est-à-dire que tu marches avec des acteurs, on va dire du moment, avec les réalisateurs du moment. Sauf que la musique t'appelle aussi d'une certaine façon. Est-ce que tu vas à la musique parce que ce mouvement et cette culture hip-hop te parle et du coup tu y trouves ta place, ou parce que effectivement, vu que de l'autre côté c'est un peu bouché, tu te rends compte que c'est compliqué, et tu te rabats sur la musique? La chance, c'est que dans cette musique-là, il y a quand même des gens qui ont une conscience, et cette conscience-là, c'est des gens comme Kenzie
qui à un moment m'appelle et pour me dire voilà, on sait que tu aimes le cinéma, viens faire nos clips. Et c'est là où tu peux rester dedans. S'il n'y avait pas eu ce que tu dis là comme relais, ben, je serais parti du cinéma. J'aurais été manger et puis trouver du boulot comme coiffeur, parce que c'est pas faire grand chose quand t'es un artiste, c'est parce que tu l'es vraiment. C'est pas un truc que tu fais un peu un branlant. Donc je pense que c'est parce que justement la musique à un moment, et surtout ce mec-là qui était important dans ma carrière, Kenzie, autant que Mathieu l'a été dans le cinéma, a vu que il fallait faire quelque chose pour ramener dans l'aspect financier des gens qui avaient du talent dans l'image. Et c'est en me faisant faire toute cette série de clips, Doc Gynéco, Neg Marron, Tonton David, tous ces clips-là qui m'ont permis moi d'apprendre. Et c'est toi qui les as produits, tous ces clips. Alors, je suis réalisateur. Réalisé, les maisons de disques. Il faut pas confondre. En fait, le rôle du réalisateur, c'est que tu peux engager un producteur, engage un réalisateur pour faire quelque chose. C'est comme un patron, quoi. Le patron, il dit voilà, j'ai besoin d'un chef d'entreprise, d'un ingénieur, et puis il dit voilà, tu vas me fabriquer cette machine-là. C'est le même principe. Et de quel clip on parle? Doc Gynéco, par exemple. À l'époque, on peut parler de Né ici, qui m'a débloqué. Magnifique. Enfin, là, on parle de trucs qui débloquent. Hein. Donc, on parle de. Tu vois de quel clip? Non, je suis pas sûr. C'est quand il est aux Antilles, justement. Ok. T'as dîné ici, mais j'ai pas compris. Ah bah oui, je vois très bien de quel clip on parle. Tonton David, Neg Marron, Mel Groove, à l'époque, c'était... non, mais à l'époque, c'était vraiment... Ça tournait beaucoup. T'es un vrai classique. Non, mais... Tu savais qu'il avait fait ça? Non. Ouais, voilà. Moi, j'ai découvert ça aussi. T'as croisé à l'époque Squall? Alors, c'était les concurrents. C'est ça qui est intéressant. C'est ça. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment, moi, je suis arrivé un tout petit peu avant. Et puis, ça a tellement pété l'univers du clip. Et il y avait aussi tellement d'argent. Parce que c'était des budgets, c'était vraiment des gros budgets. Hein. C'est-à-dire ces artistes-là, ils vendaient autant que des Goldman, que c'était effrayant. C'était vraiment, Gynéco, ils vendaient des il a pièces. dépassé le million. Et du coup, ces clips, ils mettaient ce qu'il faut pour des gros budgets. Mais à l'inverse, et c'est pour ça que je reviens à l'équipe de Secteur A, ils avaient une sorte d'identité très forte de travailler comme vous faites de l'intérieur. C'est-à-dire qu'ils savaient que le public avait besoin de quelque chose, donc ils prenaient des gens qui pouvaient légitimement leur donner l'image à la fois plutôt américaine, mais à la fois aussi racine qu'ils avaient besoin. Et ils voulaient complètement se différencier. Et donc, du coup, on est parti comme ça. J'en ai fait pendant 4 ans. Pendant 4 ans, j'ai gagné ma vie, largement, et j'ai appris à travailler sur les cannes, les mouvements, le graphisme. C'est là où j'ai vraiment appris mon métier de cinéma, bizarrement. Et c'est de là que tu t'es dit à un moment donné qu'il faudrait que tu te lances sur le projet Neg Marron, notamment. Exactement. Comment est-ce que ça t'est venu l'idée de vouloir faire Neg Marron? Déjà, je dois te dire que moi, j'ai vraiment été impacté par ce film, parce que je l'ai vu assez jeune, en ce sens que ça nous montrait les Antilles comme ce qu'on voit quand on va aux Antilles, mais comme ce qu'on ne veut pas montrer des Antilles. À une époque où on nous parlait des Antilles version zouk, version l'antillais gentil, etc. Là, non, t'as vraiment voulu montrer les vraies réalités. Pourquoi cette volonté de montrer ça des Antilles? Je pense qu'elle vient d'une démarche de trauma d'enfants qui arrivent en France et sur lequel, depuis mes 10 jusqu'à mes 20 ans, on est tout le temps dans une sorte de caricature de ces Antillais. À un moment, tu dis ça suffit et tu sens qu'en face, c'est pas parce qu'ils sont imbéciles, c'est qu'ils te connaissent pas. Ils savent pas d'où tu viens. Ils pensent que les Antilles, c'est tout le temps le soleil, qu'il n'y a pas de problèmes sociaux. Il n'y a pas aussi, nous, on n'a pas aussi d'ambition personnelle. Et je vois qu'autour de moi, il y a tout le temps des films sur le Brésil, sur toutes les... À l'image de La Cité des Dieux, par Absolument. exemple. Alors, à l'époque, ce qui est intéressant sur La Cité des Dieux, c'est que moi, j'avais vu un film qui s'appelle Pickshot, qui est alors, je sais pas si on dit le pompage ou l'inspiration. Bien sûr. Mais en fait, La Cité des Dieux, j'invite vos spectateurs aller voir un film qui s'appelle Pickshot, parce que c'est vraiment là-dessus que La Cité des Dieux s'est construit. D'accord. Pickshot, c'est un film des années, on va dire, 80, qui raconte un jeune garçon des favelas et qui, pareil que La Cité des Dieux, traîne dans les quartiers favelas populaires. Et puis, le mec, il doit avoir 12 ans et il fait des choses horribles, mais vraiment horribles pour s'en sortir. Et ce qui est très drôle dans cette histoire-là, c'est que le comédien de Pickshot c'était un jeune comédien, un mec qu'on a attrapé dans la rue, qui était plutôt issu d'une bonne famille, et on l'a fait tourner dans ce film. Et suite à ce film, on apprend 15 ans plus tard qu'il est mort dans une banque, bloqué dans le sas, parce qu'il a été braqué une banque. C'est une histoire qui est terrible, parce que c'est quelqu'un qu'on a pris qui était pas du tout dans la rue, on lui a fait un film de rue,
Et il est jamais cru, sorti quoi. de ça. Ouais, il y a cru. Il est devenu une sorte de pick shot en vrai. Et puis il a fini. Voilà. Wow. Donc, ça, c'est la petite aparté du. Là, tu t'as donné envie d'aller voir le film. Du mal à l'aise. Okay. Mais en tout cas, voilà. C'est que quand je fais ce film-là, Nègre Marron, c'est que je sens que pour un premier film, il faut que je parle de ce que j'aime, de ce que je connais, et surtout qu'il faut que j'arrive à déstructurer des choses qui sont parfois malaisantes pour moi. Est-ce que la dimension, quand tu fais ce film, parce que la question elle est importante, hein, t'as pas fait une comédie, t'as pas versé dans le divertissement, là où, à mon avis, les subventions et autres auraient été bien plus simples, puisqu'on sait que c'est toujours un peu plus sympa quand on fait les clowns, encore que c'est bien le divertissement, mais on s'est compris. Est-ce que la dimension business te semble évidente à ce moment-là? Est-ce que tu intègres dans ton esprit que ça peut être un défi, que tu n'auras peut-être pas le budget que tu veux? Est-ce que cette dimension-là te parle ou tu veux juste faire ce film? Totalement. C'est ça qui est fort, c'est que quand tu fais ce genre de film, tu sais que c'est du business aussi, quoi. Parce que c'est en étant seul, sur un terrain où il n'y a personne, que tu vas rester. C'est-à-dire que quand les autres font des comédies, ils sont 15 à se battre. Quand d'autres font des films de banlieue, ils sont 20 à se battre. Toi, tu pars à un endroit où il n'y a rien, et tu dis, ce rien-là peut, entre guillemets, devenir culte. C'est pas des comédies au sens immédiat, mais ça va te permettre d'être identifié et de devenir après ce que tu dois devenir. T'étais conscient de ça? Ouais, complètement, ouais. Waouh! T'étais sûr à combien de pourcents que ce film allait marquer les esprits? Par exemple, parce que quand tu connais l'univers du cinéma, tu sais que c'est que ça. Quand tu connais ton produit, quand tu connais le cinéma, tu sais que tous les films de génération, et je prends peut-être L'Affaire de Vivre, je prends les Bruce Lee, je prends tous ces acteurs-là qui ont à un moment, les films de Sam Peckinpah, qui ont été faire des films à un endroit où il n'y avait rien, ça éclate à chaque fois. Donc tu dis pourquoi ils ont réussi à faire ça, et tu vois que toi, dans ton terrain, il est vierge, tu dis, ça me tend la main, quoi. Est-ce que c'est pas un modèle économique, parce que c'est là où tu vas suer. Mais il faut être prêt à ce genre de parcours, quoi. C'est ça. Est-ce que tu as eu du coup un retour sur rentabilité par rapport à la production de Nègre Marron? Je te pose la question parce qu'aujourd'hui, ça fait quoi, une vingtaine d'années qu'il est sorti. J'ai l'impression que, arrête-moi si je me trompe, hein, mais que sur ces 20 ans, mine de rien, même si tu as sorti des films importants, financièrement, ça a peut-être été compliqué de pouvoir te développer ou de pouvoir te développer à l'image de ce que tu aurais aimé ou... Alors, ce qui est vrai, en tout cas, si je parle pour moi, c'est pas alors, moi, j'ai la chance d'avoir très tôt fait un modèle économique qui me permet de vivre comme j'ai envie de vivre. Ok. C'est-à-dire que je vais pas m'acheter une Rolls, je vais pas m'acheter un appartement. Enfin, si, il s'est vite repris, les gars. Non, mais c'est pas ça. T'as acheté ta résidence principale, mais... Non, mais c'est, en fin de compte, c'est que les endroits où j'ai été, j'ai essayé de faire avec de la valeur ajoutée. C'est-à-dire que c'est des films qui sont extrêmement durs à produire, mais on te considère comme quelqu'un qui a de la valeur. C'est ça qui est intéressant, c'est que je parle de mon producteur, c'est très dur de produire mes films, mais il sait que mon travail a une richesse. Toi, il va si on parle de Sébastien, il va pas me sous-payer, il va me payer à la hauteur du marché. Tu vois, et peut-être la chance que j'ai eue, c'est que voilà, on peut développer mes films pendant quelques années. Alors là, en l'occurrence, c'était 7 ans pour Fanon, mais je suis rémunéré. C'est-à-dire que je suis payé pour travailler. C'est-à-dire que j'ai pas 7 ans où je dors et tout. C'est qu'on va faire les repérages. J'ai un co-scénariste. En fait, c'est du développement. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est que ton producteur, il te développe comme un mec d'une Formule 1. C'est que pendant ces 7 ans, il t'accompagne journalièrement pour que tu puisses travailler. Quand c'est lui qui décide si le scénario est bon ou pas bon. Donc, s'il dit non, sérieux, c'est pas encore abouti, il remet une prolongation. Il dit on va encore travailler pendant 1 an jusqu'à temps que. Et c'est quoi le statut alors? C'est un salarié, intermittent du spectacle? Non, c'est intermittent du spectacle. Ok. C'est vraiment intermittent du spectacle. Ok, d'accord. Non, c'est à la fois c'est un métier qui est extrêmement dur parce que, et je dis à chaque fois, il faut vraiment être certain d'être mentalement fort. Parce que y a très peu de gens qui peuvent dire que attends 7 ans, que finalement c'est comme si tu construis une pièce, une maison, et tu risques de pas l'avoir à ton vivant. Donc c'est aussi, il faut être prêt à accepter que peut-être ça va pas se faire. Et juste une toute petite question. Une fois que le film sort, est-ce que tu continues à percevoir quelque chose ou... Oui, ça s'appelle les droits d'auteur. Les droits, ouais. Ouais. Ah oui, on a la SACD, comme les artistes ont la SACEM. Et que, alors, c'est encore une belle question, si je peux me permettre, c'est que si on serait dans une configuration c'est quoi, égalité... Oui, égalitaire. J'ai oublié équitable ou... J'ai oublié le fronteux, liberté, égalité. À peu près, ouais. Et si il y aurait ça, mes films passeraient régulièrement à la télé, TF1, truc, et donc je pourrais toucher des royalties normales comme n'importe quel réalisateur. Mais
évidemment, comme je pense qu'il y a une méconnaissance de notre filmographie. Les chaînes ne passent jamais tes films, donc du coup, c'est d'autres sources économiques qui arrivent. Quoi. Et ça, c'est aussi un vrai débat. C'est un vrai débat de savoir que les films de réalisateurs afro, vous les voyez jamais à 20h30, vous les voyez jamais sur TF1, vous les voyez en rediffusion sur Canal+, vous les voyez, à part si c'est des comédies. Là, les comédies, ça remplit. Mais les films de drama où lequel il y a un engagement de conscience, non, c'est pas... Ou Rue Cazenègre à l'époque, peut-être. Qui passait... Et encore, je trouve que ça passe pas assez, Rue Cazenègre. Mais ça devrait... plus. J'ai une question, j'aurais une question sur l'évolution justement du marché du cinéma notamment. Mais pour revenir sur ce que tu disais, tiens, la question m'est échappée, c'est pas grave, ça reviendra. Mais du coup, je vais revenir sur l'évolution du business. Comment est-ce que tu as vu l'avènement des plateformes, l'impact que peuvent avoir ces plateformes aujourd'hui sur l'achat de places au cinéma, et au vu de ce que tu viens de nous dire sur le fait que les diffuseurs télé ne jouent pas le jeu, qu'est-ce qu'il en est de cette typologie de plateformes comme Netflix notamment, peut-être? Ouais, comme voilà, Netflix, Amazon, tout ça. Ah oui, c'est une question autour de Sébastien que je voulais te poser, mais je la poserai après du coup. Comment est-ce que tu vois ça? Et j'allais te demander, est-ce que tu en bénéficies? Moi, je suis abonné et j'ai jamais vu les films, donc je sais pas. Comment tu vois ça? Mais non, moi je pense que ça leur tendait comment dire, ça leur tendait le nez. Ça. Ouais. C'est évident que quand tu oublies qu'il y a une partie de la population qui est demandeuse, il y a quelque chose qui est là en place. Donc je pense que les plateformes sont venues parce qu'il y avait aussi un public qui avait besoin d'avoir des films qui leur ressemblaient. Ce qui n'était pas produit par une élite de producteurs, les plateformes ont demandé ces films-là. Donc c'est pour ça que quand tu vas à Netflix, tu as énormément de films, entre guillemets, afro qui sont là, parce que c'est des films qui sont produits pour le public afro. Et du coup, tu as tous les films avec, je sais pas le dernier que j'ai vu, celui qui a les mêmes yeux, il te ressemble d'ailleurs, je pense. Ah oui, comment il s'appelle? Qui a fait un tabac, là. Ouais, celui qui passe au milieu des Mufasa. Avec son vélo. Ouais, voilà. Comment il s'appelle? J'oublie comment il s'appelle, mais c'est un vrai délire que vous faites. Comme ça, c'est un vrai produit. Aaron Pierre, en fait, tous ces films-là que les plateformes ont produits, c'est parce qu'il y avait une génération de public qui était multiple et qui avait besoin de trouver des films qui leur ressemblaient, qui étaient beaucoup plus accessibles pour eux. Et je pense que c'est là. Et nous aussi, on en a bénéficié avec Sébastien. Une fois que voilà, c'est ça que j'avais posé comme question. Que le gang a fini son travail en cinéma, il est parti sur Netflix. Et là aussi, on a vu qu'il y avait une grosse demande de par le monde de nos films. Et ça a fait revivre quelque part ce film ou... Totalement. Ça lui a donné une seconde vie. Ouais. Ça lui a donné une ça autre lui a donné envergure. Une légitimité. Autant qu'on aurait pu dire, entre guillemets, ouais, votre film n'a pas marché en salle. Oui, mais il a marché dans le monde entier. Justement, parce qu'on en a parlé un petit peu hors caméra, je voulais qu'on parle un peu de Sébastien, parce que si toi, en tant qu'artiste, t'étais conscient de l'impact d'un film comme Le Gang ou comme Negmaron au préalable, après il y a la partie business, et lui, il t'a accompagné du coup à partir du Gang, si je ne m'abuse. Qu'est-ce que tu dirais de lui, sachant le travail qu'il fait, sachant que je ne sais pas s'il y a beaucoup de producteurs ou de maisons de production qui feraient le pari d'avoir à accompagner un artiste avec ta vision, et j'ai presque envie de dire tes valeurs aussi, parce que tu mets de toi dans les films. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce monsieur? Je pense dire que c'est un bon trait d'union. C'est quelqu'un qui... alors, je ne vais pas dire qu'il me rassure, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui comprend parfaitement mon langage artistique, quand d'autres ne le comprenaient absolument pas. C'est-à-dire que, malheureusement, comme je ne vais pas dire toujours, ils ne nous connaissent pas, c'est pas qu'ils ne nous connaissent pas, c'est que pour eux, on est si insignifiant. Voilà, c'est le mot insignifiant. Et que Sébastien, le fait d'être nous, a conscience que, évidemment, ce nous-là, il a un avenir, il le développe. Et que la meilleure façon de développer et d'être légitime, c'est aussi de savoir parler à des financiers, à des gens qui vont dire, OK, on va te permettre de le faire. Donc, c'est un trait d'union entre nous et eux. Voilà, c'est-à-dire qu'il est capable de parler à eux, en les rassurant sur le fait de donnez-moi votre argent, il sera bien employé. Et puis à nous, je vais te produire et tu vas vraiment dire ce que tu veux. Ça a été compliqué de trouver les financements pour Fanon? Ah, c'est toujours compliqué, oui. Mais à la fin, c'est toujours compliqué. Alors, il faudrait plutôt lui poser la question parce que, tu as eu un retour, en tout cas, oui, bien sûr. Nous, on a un retour, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas parasitaire. C'est-à-dire que je ne me mets pas dans la place d'un artiste qui ne veut pas savoir. Je me mets dans la place de quelqu'un qui dit chacun, on fait bien notre travail. Lui, il fait bien son boulot.
Et donc, du coup, il me permet d'avoir les budgets pour bien bosser. Et moi, je fais bien mon boulot parce que je lui donne les films sur lesquels demain, il peut dire, voilà, on a bien dépensé cet argent, donc on peut rêver plus haut. Voilà. Et si je commence à... Et puis, je pense que c'est ma culture aussi à l'ancienne, d'avoir confiance en ceux qui sont, en tout cas, pour moi, les plus compétents, quoi. Alors, pourquoi est-ce que tu t'es dit qu'il fallait que tu te lances sur ce projet Fanon? Comment ça t'est venu? Je pense que je me suis... Alors, ce qui est très... C'était en 2 fois. Bon, alors pour la petite histoire, Fanon fait partie de ma culture, comme l'est, on va dire, Martin Luther King, Che Guevara. Moi, je suis plutôt d'une génération où j'ai eu des parents militants. Ma mère, elle était très militante. Et surtout, elle était, je pense, dans cette génération où elle était accompagnée par tout ce qu'on appelait la soul power, quoi, un black and brown, quoi. C'est les années 60 où vraiment tous les entiers qui arrivaient en France, c'était Marley, c'était Jazz Brown, c'était musicalement. Et la musique chez nous a été très importante. La littérature a toujours été très importante. Et moi, j'ai vécu dans une banlieue, dans le 95, où traîner en bas avec mes copains, c'était intéressant, mais ça me suffisait pas assez, quoi, en tant qu'individu. Donc, je pense que vers les coups de 14 ans, ma mère m'a mis dans une bibliothèque et j'ai découvert la littérature très engagée. Donc, c'est là où je pense que la première fois que j'ai eu un bouquin de Fanon, c'était à cet endroit-là. Peau noire, masque blanc. Exactement, peau noire, masque blanc. Et c'est à ce moment-là que j'ai un déclenchement. Je me suis dit, mais ma condition d'homme noir dans une cité, elle n'est pas suffisante. Je pense que je mérite mieux. Et comme je mérite mieux, du coup, j'ai commencé à bouquiner un peu tout ce que je tombais dans les mains. Et en parallèle, le cinéma, c'était toujours été un truc comme Alors, je dis ça, mais à la fois, je pense que des gens comme moi, il y en avait des millions. C'est vrai que on dit toujours que le cinéma, ça appartient à tout le monde, quoi. Et moi, je pense que je faisais partie des milliards de gens qui aimaient le cinéma. J'étais pas plus prédisposé qu'une autre personne, mais il y avait rien d'autre que regarder des films. Donc, avec ma bande de potes, on bouffait des films toute la journée, on allait sur un champ, on regardait des films. Donc, j'ai avalé des films en quantité industrielle, quoi. Et la seule chose qui était différente de mes potes, c'est que j'adorais les films des années 50. Alors, j'adorais les films noir et blanc. Eux, ils rigolaient quand je voyais ça, mais j'étais fasciné par les films hollywoodiens des années 50, quoi. Et, le charisme, les vêtements. En fait, moi, ça fait rêver parce que là où tu es, c'est gris, c'est la banlieue. Et en face, tu vois des gens en costume. Alors, c'était les baignures, c'était, je sais pas si c'était la génération, mais c'était les films de Serge Léon, les Péplums. Enfin, tu vois, les westerns. Bien tu vois, ça fait rêver. Aujourd'hui, tu pourras prendre en parallèle les films, les avatars. Tu vois, ça serait Avatar pour la génération d'aujourd'hui. Nous, c'était les Péplums, quoi. C'est ça. Donc, il y avait cette fascination sur le cinéma. Et puis, quand j'ai d'avancer mon travail, j'ai pensé que ce Fanon-là, en fin de compte, il est né à un moment où, très clairement, je me rappelle, j'étais dans la rue, on était en train de finaliser la mise en production du gang, et il y a Sébastien qui m'appelle, il me dit, voilà, on va faire le gang, est-ce que tu as dans la tête un prochain film? Et je lui dis tout, hein. Et je lui dis, ouais, j'ai un film. Et il fait, t'as pas envie de faire un film sur Césaire? J'ai fait non, j'ai pas envie de faire un film sur Césaire, mais je refais un film sur Fanon. Il fait quoi, Fanon? Je dis, ouais, je te jure, ça serait, s'il y a un film à faire, je pense que c'est Fanon. Il fait, ok, on va le faire. Et c'est comme ça qu'on a commencé à rentrer dans cette dynamique de dire, après le gang, on fera Fanon. Pourquoi tu as été plus attiré par Fanon que Césaire? Excuse-moi, frérot. Non, pas de souci. Parce que je pense que Fanon est plus cinématographique que Césaire, justement. C'est là où je pense que le cinéma est important, c'est que tu peux avoir des bonnes idées, mais elles ne sont pas cinématographiques. C'est, pour moi, Césaire, si tu racontes la vie de Césaire, ça, entre guillemets, ça ne va pas attirer le très grand public. Mais le fait que cet homme-là soit mort à 36 ans, soit parti en Algérie, ait connu la guerre, et tu vois, il y avait beaucoup de choses qui étaient dans l'ordre du cinéma. Spectaculaire, ouais. Il y avait quelque chose de spectaculaire dans son trajet. Ça a du sens. T'as dit dans une interview que assez rapidement, du coup, jeune, Fanon a été pour toi une conscience qui a travaillé ta la désaliénation, du mal à parler français. Non, c'est ça. J'ai trouvé cette approche super intéressante, surtout parce que cette aliénation était vraie à votre époque, pour les personnes dites de votre génération, mais à notre époque aussi, ce travail dit de déconstruction, j'ai du mal aujourd'hui, déconstruction. Tu vas y arriver. Je vais y arriver. Comment est-ce que, par rapport à ce que tu viens de nous dire, parce que finalement, tu rentres dans une bibliothèque à 13-14 ans,
comment Fanon peut avoir un tel impact quand on sait que peau noire, masque blanc, j'ai vraiment du mal, n'est pas forcément digérable à cet âge-là. Je veux dire, je sais pas si tu l'as relu depuis, j'imagine que oui. Tu n'as pas eu la même profondeur de lecture, j'imagine. Ou tout de suite, ça t'a parlé de la même façon. J'aime ça. J'aime trop ça. Je regarde Antoinette. Moi, j'étais déclaré HP. Ah. Je vais avoir 15 ans, 16 ans. J'étais en école scolaire, mais lamentable. Et ma mère ne comprenait pas. Il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Et j'étais mauvais à l'école, mais j'avais toujours un bouquin dans les mains. J'avais tout le temps un bouquin dans les mains et je parlais un peu comme je parle. Alors mes copains parlaient à la volée, moi je parlais un peu comme un adulte. Quoi. Donc c'est un truc qui était bizarre. Et puis finalement on a vu évidemment qu'il y avait quelque chose que j'avais la facilité à intégrer, non pas l'éducation, mais à intégrer les informations. Pas l'éducation, mais l'information. Donc du coup il y avait des choses que je m'amusais vraiment à la fois parce que je sais pas inconscient, mais il y avait des choses que j'ingurgitais simplement par plaisir et je trouvais ça assez fluide. Donc j'avais chez moi mes tiroirs étaient remplis de bouquins, enfin je mangeais de tout. Et pour répondre vraiment à cette question que je trouve vraiment hyper pertinente, c'est ça le vrai récit de notre histoire, c'est la désaliénation. C'est qu'aujourd'hui dans les mains de certaines personnes qui sont nos compatriotes, ils n'ont pas fait ce travail-là. Et je pense beaucoup plus dans le cinéma que dans la musique. Et que parfois, et on pourra prendre l'exemple si tu veux, on a eu, et ça je disais, mais avant, je ne pouvais pas parler. On a eu 15 ans de films de comédie de nos compatriotes aliénants. Mais à l'époque, tu ne peux pas le savoir. Parce qu'il faut un temps de maturité pour pouvoir les regarder avec du recul. Moi, le premier, quand je regardais ces films, je disais, mais il y a un truc qui cloche, quoi. Mais j'étais incapable de dire ce qui clochait. Et en fait, c'est après que tu comprends, que tu commences vraiment à décortiquer les projets et les films, tu te rends compte qu'ils disent d'une façon humoristique ce que l'autre, d'une façon péjorative, te disait. Et du coup, ils ont fait sauter un verrou. C'est ce qu'on appelle la film de comédie que tout le monde a le droit de rire de tout. Ils ont fait sauter un verrou. C'est plus l'autre qui te critique ou qui te rend, enfin qui te discrimine. C'est toi qui enfin fait rire tes compatriotes de ce que et donc du coup il met tout le monde au même niveau de je peux dire d'acceptation et finalement il pense que le racisme va disparaître avec ça parce qu'en fait compte il fait inversement de valeur et finalement le racisme n'existe plus parce que l'autre peut plus te critiquer sur les thèmes que toi tu dis, donc il annule l'autre dans sa critique parce que lui il dit regarde tu traites de noir mais je vais te montrer comment je suis en tant que noir, péjoratif, et au bout d'un moment la situation est normale. Mais très vite, l'arme, le côté boomerang, se retourne contre toi parce que quand tu as ouvert la porte, ben lui, mais attends, maintenant je suis chez toi, je peux dire ce que je veux, puisque toi, tu m'as permis de parler de soi comme ça. Et c'est là où le renversement est très difficile aujourd'hui. Et c'est comme ça a amené aujourd'hui tout cet inversement de valeurs où maintenant tu dis que ceux qui luttent contre le racisme, ce sont d'abord eux-mêmes des racistes, puisqu'ils ont complètement inversé la donne. Et tout le travail de la désaliénation va commencer aujourd'hui, quoi. C'est reprendre au début, remettre ce qu'on appelle l'église au centre du village, et dire non, je suis désolé, le racisme, ça veut dire ça, et vient de cet endroit-là. Et nous, aujourd'hui, on va vraiment vous parler de ce que est vraiment la discrimination, et qui sont les vraies personnes discriminées. Et que cette histoire, je sais pas comment, j'ai du mal à dire ces mots-là, anti-blanc, ça a été toute la valeur inversée qu'on a eue pendant les 15 ans pour arriver aujourd'hui à cette thématique-là. C'est un travail laminant qui s'est préparé, où certains de nos compatriotes ont accepté le deal, parce que c'était forcément l'affairisme, c'était forcément l'argent qui était au bout du jeu. C'était pas le militantisme. Hein. Et peut-être qu'il y avait un manque de conscience même, peut-être. Mais, oui, il y a forcément comme il dit, il y a forcément un manque d'éducation, mais il prenait ce prétexte qu'on allait lutter par la comédie le racisme sans avoir eu le temps de se déstructurer, parce que tu vois, on aurait pu le faire. Je veux dire, les Américains l'ont fait, mais avant tout, ils se sont désaliénés. Avant d'attaquer ce genre de sujet, il faut déjà savoir comment tu vas l'attaquer. Et quand tu sais comment tu vas l'attaquer et pourquoi tu l'attaques et d'où où tu parles, là tu peux y aller. Mais je pense qu'ils ont été là. Alors j'ai voyé, hein, ils étaient tous au bord d'une table, ils se tapaient des vannes. Allez, bonne, on tourne. Mais sauf que où est ta conscience dedans ? Où est ton projet ? Et de là où tu parles pour pouvoir légitimement ne pas te faire retourner à l'inverse.
Et ça, on pourra faire une liste demain, parce qu'il faudra un peu les afficher de tous ces films-là qui ont contribué à amener notre société dans ce bourbier. Mais c'est très fort, en tout cas, de comment dire, de sortir ce film maintenant, au final, de Fanon, parce qu'effectivement, je trouve que ça peut être le premier pilier d'un tournant qui est pris, en ce sens que Fanon a la légitimité, de par le simple fait qu'il est psychiatre. Exactement. Et qui centrait tout son combat autour de cette affaire d'aliénation et qu'il montrait à quel point elle était... l'aliénation, elle concernait pas que l'homme noir, elle concernait absolument tout le monde. Homme noir, femme noire, homme blanc, femme blanche, et avec l'expert justement de comment fonctionne le cerveau humain. Et mettre la lumière sur ça, moi je trouve que c'est juste toucher, en fait. Mais c'est exactement ça. En partant de ce constat-là, est-ce que d'après toi, on est en 2025, on est rentré dans le 21e siècle, il est encore d'actualité d'avoir, en tant qu'acteur ou actrice noire, à se battre pour rentrer dans cet écosystème. Parce que toi, tu nous l'as très bien dit tout à l'heure, au départ, c'est une bande d'amis qui va au-delà des religions, qui va au-delà des couleurs, qui se retrouvent, qui créent. Et puis à un moment donné, j'ai pas osé te poser la question, mais moi j'ai envie de le dire, il y a une forme de privilège blanc, parce qu'il faut pouvoir le dire, qui s'opère, et tout de suite, on n'est plus sur le talent de l'autre. On est sur, toi en fait, comme tu viens de telle famille, comme tu viens de tel endroit, toi tu vas avoir les budgets en fait pour réaliser et pour créer. Alors, moi, oui, je t'en prie. Alors moi je dirais pas que c'est un privilège blanc. D'accord. C'est un privilège de statut social. Ok. C'est-à-dire que dans ce métier-là, c'est pas parce que sinon il y aura pas eu, on va dire, exactement collé. C'est-à-dire que c'est le statut social et ce que tu racontes qui fait que tu as un privilège. C'est-à-dire que tu peux être noir, si tu racontes des bourdes, des conneries qui servent le système, tu vas passer. Si tu es blanc et tu racontes des choses qui sont contre le système, tu passeras pas. Donc c'est ce que tu vas raconter, d'où tu vas raconter, qui fait que ta porte sera ouverte ou pas. Et pour que ça marche, ils prennent le prétexte de la couleur. Donc il dit, vous les noirs, vous racontez trop de trucs qui nous gênent, vous n'allez pas passer. Mais c'est pas vrai, parce que le blanc va raconter la même chose. Et puis lui, si jamais tu trouves que l'autre noir va raconter la même chose, il va passer. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment, à mon sens, alors je vais pas faire le fan, mais parler de l'être humain et de ce que tu vas raconter qui va desservir ou pas l'industrie qui est en place. En fait, j'entends ce que tu dis, mais j'aimerais bien... Mais après, sans rentrer dans la caricature, c'est évident que nous, on va être beaucoup plus sensibles de la condition d'où tu vis, d'où tu parles, pour raconter des choses qui sont revendicatrices. Mais justement... Parce que juste avant, on vient de dire que beaucoup d'entre nous ont plongé dans l'aliénation. Ouais. On pourrait évoquer les raisons, mais c'est une réalité. Du coup, ça veut dire que tu n'es pas disruptif. Et malgré tout, quand tu analyses, en tout cas moi, de mes yeux, c'est toi tu connais mieux ce monde-là que moi, mais moi, en tant que consommateur ou spectateur, j'ai pas vu tant de noirs, tu vois, même s'ils étaient prêts en fait à jouer le jeu du système, à être aussi privilégiés. Tu l'as dit tout à l'heure, on en connaît 3-4. Oui, mais voilà, c'est exactement ça. Sauf que tu peux pas faire entrer tout le monde, sinon c'est submersif. C'est-à-dire que si tu fais entrer tout le monde, ça devient submersif et du coup tu contrôles plus la masse. Donc la couleur de peau, elle joue quand même. Mais elle joue tout le temps. Voilà, mais elle joue tout le temps, mais il faut pas qu'on soit piégé par ça. Voilà, on est d'accord. C'est à nous de pas se faire piéger par ce qu'ils nous attendent de nous. C'est aujourd'hui, si on dit aujourd'hui il y a pas assez d'acteurs noirs, c'est parce que dans le lot, il y aura un qui va être très subversif et il va gangréner et il va montrer tout le monde. C'est-à-dire que tu vas dans toutes les sociétés, si jamais demain, il y en a un, et tu verras, là on parle un peu en avance, hein. Si demain Fanon fonctionne, il y aura des films à flopper du même genre. Amen. Parce que le système va voir qu'il y a un intérêt et qu'il lui n'aura aucun problème de retourner sa veste. Tu penses? Système, il n'a aucun problème parce qu'en fait, ce qui l'intéresse, c'est le capital. Donc s'il dit ah ouais putain ça marche et ça fait carton, ça fait 1 million d'entrées, mais c'est des films comme ça il faut produire. Et il va y aller. Et nous on va l'être là, on va dire mais faudra voir. C'est à ce niveau-là que j'ai un doute. Je veux te croire, mais j'ai un doute. Pour moi, ils ont un agenda. Ils veulent contrôler le narratif. Oui, ils ont un agenda. Mais par contre, ils vont faire ces films-là par des gens qui sont malléables. Et que les premiers là, qui sont des vrais puristes, ils vont être relégués et vont faire, t'as vu ça, ce film-là, ça marche.
est-ce que tu peux nous faire un peu d'eau, façon et tout comme ça, un peu à la Monte Cristo, et là, tu auras 2, 3, 4, 6, 7, 20 millions et on va être content. Donc, il faut être prêt à... C'est-à-dire à la Monte Cristo. Non, mais, parce que c'est le film qui a fonctionné, quoi. Bah, je veux dire, moi, j'aimerais bien qu'un jour, on puisse aussi nous parler de cinéma et décrypter un peu ce qu'on mange. Si tu regardes très clairement Monte Cristo, pour moi, c'est le film le plus laid du monde. C'est que c'est mal tourné. C'est mal... Enfin, tu vois, en termes de laideur, tu peux pas faire mieux. Tu vois, jusqu'à je tousse. Non, mais tu peux pas... Mais après, techniquement, qu'est-ce qui fait que tu trouves ce film? Non, mais dans le métier, on sait. Après, le grand public, il va voir le film, il va voir un mec qui est formidable, qui est un acteur de génie. Mais à un moment, si tu t'assois, tu regardes comment c'est les cadrés, la lumière, les costumes, tu regardes le truc, tu fais... Et puis, mais après, je suis obligé de te taire. Moi, je l'ai trouvé mal déguisé. Je trouve que mais c'est ça. On voit qu'on reconnaît son visage. Mais c'est ça. Mais après, tu es obligé de te taire. Mais après, les images sont belles. Pourquoi tu te tais? Parce que les films font 2, 3, 4 millions. Et là, tu peux plus parler. Bien sûr. Parce que c'est plus la création qui règne, c'est le chiffre. Et dès qu'un film pourri fait du chiffre, les tuches, tu te tais. T'as plus le droit, tu peux plus. Et si tu parles, c'est que t'es jaloux. Parce que le tien, il fait 200 000, 100 000, et là, tu lui dis, mais attends, tais-toi, t'as fait 100 000, moi, j'ai fait 1 million, 4 millions, on parle business, quoi. Mais si on revient à la base, ben ouais, c'est comme pour la Starac, c'est comme dans tous les milieux. C'est que parfois, ben, on essaie de faire des échelles de valeur sur des choses qui n'existent pas. Moi, du coup, sur la question initiale, je sais pas si tu y as répondu. Est-ce qu'aujourd'hui, d'après toi, il est encore d'actualité que les hommes et femmes noirs, dits acteurs et actrices noirs, se battent pour avoir à intégrer cet écosystème qu'est le cinéma? Moi, je dirais que ce qui est malheureux, c'est que, oui, il y en a, moi, ma génération, il y en a toujours qui ne désespèrent pas, et ça, c'est pas du tout pathétique. C'est-à-dire que quand tu as quelque chose de viscéralement en toi, et tu es fait pour la comédie, tu es fait pour la réalisation, tu es fait pour ce milieu, il n'y a aucune raison pour qu'on t'en éjecte. Tu partiras que par toi-même. Et je pense que c'est ceux-là qu'il faut vraiment rendre valeur. C'est des gens qui mourront comme des comédiens, parce qu'ils savent faire que ça, ils sont nés pour ça. Ensuite, moi, j'ai énormément d'amis de ma génération, des gens hyper talentueux, qui sont partis à l'âge de 30, 40 ans, parce qu'ils ont fait une famille, et qu'ils ont dû choisir entre faire bouffer la famille ou vivre de leur passion. C'est moi. Tu viens de me décrire. Ah, mais toi, t'es parti, là. Oui, non, je suis parti, ça y est. Je suis parti, je suis allé dans bah justement, en fait, j'étais comédien à la base, et dès lors que je me suis rendu compte, en faisant des castings, qu'on recherchait des noirs toujours pour les mêmes types de profils, ça veut dire jouer le mec de quartier ou jouer des choses pas stimulantes, ou je dirais même clichés. Le secteur était clairement bouché, et effectivement, je me suis dit qu'à un moment donné, ce serait bien de pouvoir faire vivre ma famille. Et donc, c'est pour ça que je me suis lancé dans cette aventure. C'est même en me disant que peut-être que je reviendrai dans cet univers-là, mais peut-être derrière les caméras pour pouvoir produire. Parce que je pense qu'il faut contrôler notre narrative, et beaucoup de choses se jouent au niveau de l'imaginaire. C'est ça l'importance du cinéma. Et en vrai, que je sois devant ou derrière la caméra, je pense que je prendrais tout autant de plaisir à participer à cet univers. Mais oui, effectivement... Et moi, j'ai aussi autre chose pour toi. Moi, je pense que tu fais partie des premiers rôles que l'industrie française n'était pas capable d'accepter. C'est-à-dire que, tu sais, en France, tu peux... pour les minorités, il y a des critères de choix. Tous ceux qui sont trop fringants, trop charismatiques, trop d'allure, trop de verbal, trop, ils vont à un moment se trouver en concurrence avec des acteurs de premier rôle français au sens propre. Et donc des gens comme toi, on va les faire reculer. On va leur demander de jouer celui qui va tenir la porte. On va lui demander de celui qui va mourir le premier. On va demander... Et c'est ça là en fait. C'est que notre société n'a pas, dans tous les corps de métier, n'a pas accepté que des gens... je ne vais pas dire de l'immigration, en tout cas de cultures différentes, puissent représenter du leadership. Et le cinéma en est malheureusement le premier support, quoi. Ça a du sens. Après, je sais pas si au summum de mon art, j'aurais été au niveau des plus grands en France. Hein. Une chose est sûre, c'est que je suis pas arrivé jusque-là, et j'avais vraiment la passion pour ça. Mais oui, moi, je me suis retrouvé face à cette réalité où il faut faire vivre ma famille, quoi. Et
Tu nous as dit un petit peu ce qu'il en est de la réalité de ce métier, de ce secteur. Il y a quelques semaines, je ne sais pas si tu te souviens, frérot, on a reçu Maître Mbeko et on a évoqué à un moment donné l'indépendance dans le cinéma. Et tu lui disais, Frangin, c'est pas aussi simple que ça, justement dans cette idée de trouver des fonds, etc. On a évoqué les plateformes. Tu n'as pas choisi le chemin le plus facile dans ton parcours. En fait, voilà, imaginons que Loïc et moi, on ait envie d'apporter notre pierre à l'édifice dans le cinéma. Qu'est-ce que tu nous conseillerais? Parce que visiblement, c'est pas un secteur qui est simple, ça demande énormément d'argent. Voilà. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, il est possible pour des personnes dites indépendantes comme nous de faire force de proposition dans ce secteur, ou dans tous les cas, il faut quand même aller chercher des subventions, tu vois, pour trouver de l'argent? Moi, je pense qu'il y a deux catégories. Vraiment, on va parler de la partie sérieuse, d'un producteur sérieux. Un producteur sérieux, il connaît très bien son industrie. Donc, il va aller chercher l'argent dans un modèle économique qui est vraiment balisé. Le cinéma, c'est un truc qui est balisé. Tu sais les guichets dans lesquels tu vas aller taper pour aller chercher l'argent. Et comment tu vas te comporter face à ces guichets. CNC, aussi bien étatique que privé. Mais on sait que ce qui va marcher, c'est que à chaque fois, il faut présenter un projet qui est ambitieux et qui va donner envie à celui que tu vas même s'il y a des sélections un peu visitées. Mais en tout cas, voilà. Moi, je pense que le cinéma appartient à des gens sérieux. C'est pas du tout un truc où tu dis, tiens, j'ai une belle idée, et puis je vais monter. Donc, je pense que si jamais demain, des gens comme vous voulez entrer dans la production, oui, il faut entrer par la petite porte, commencer par des courts-métrages, bien comprendre un peu les rouages, de là où les guichets sont intéressants, et puis voir aussi si on peut aussi avoir un modèle économique à côté des gens qui ont envie d'investir. Mais en tout cas, il faut commencer comme tout le monde, sur grandir à faire mesure, quoi. Ça sert à rien de vouloir monter un réseau de plusieurs personnes, rassembler énormément d'argent. Parce que très vite, tu vas voir qu'il n'y a pas assez d'argent. Très rapidement, tu vas voir que l'argent, on parle de millions, quoi. On parle pas de 500 000. C'est ce que j'allais dire. Pour faire un film aujourd'hui très sérieux, c'est 4, 5, 5 millions, quoi. On parle de beaucoup d'argent. Donc un film à 300 000, 400 000, ça n'existe pas, sauf si c'est un film entre potes et puis ça reste là. Donc si demain tu veux taper dans du très lourd, il faut vraiment avoir une structure, enfin quelque chose sur lesquels. Et puis aujourd'hui, c'est pas comme hier. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des gens sérieux qui peuvent vous accompagner sur des projets en écosystème pour faire en sorte que ce soit pas comme avant, quand on a commencé, c'était vraiment du piratage, quoi. Je veux dire, si on parle de Negmaron ou du gang, on s'est lancé, autant dans Negmaron, j'étais plutôt bien produit, mais c'était vraiment quelque chose qui était particulier, autant dans le gang, on est parti dans une sorte d'aventure. Et c'est ça qui est intéressant avec Sébastien, c'est qu'on est parti à l'aventure sur un projet qui était notre identité, qui était vraiment, on a redistribué les cartes. On dit, OK, on veut pas ça, on va créer notre propre identité, notre propre modèle économique, et puis ça va mettre du temps, mais au bout du compte, on va faire les films qu'on veut et comme on veut. Et que ce gars-là va avoir la maîtrise du financement, et moi, je vais avoir la liberté de mon propos. Ensuite, moi, je pense, bon, ça, c'est pour le côté du milieu. C'est ça. Le côté du milieu. Après, à côté, je pense que, et ça, il faut pas le négliger, il y a des gens qui viennent, on va dire, du stand-up, du milieu, parce qu'il faut ravifier le cheptel, sinon, au bout du monde, tu vas voir tout le temps les mêmes acteurs, donc on va pas les chercher dans les cours de comédie, on va pas chercher ceux qui gagnent des prix au cours Florent, on va pas chercher des gens qui ont vraiment gravi l'échelon en étant rôle après rôle, donc on va donner une chance. On va prendre des gens qui ont une notoriété dans le milieu du stand-up, et je pense à Jamel Debbouze, je pense à ceux qui a fait l'ascension, je pense à Silla, Ahmed Silla, et le plus connu, Omar, et on va leur donner une identité pour des films qu'on a besoin. Et puis là, ces films-là vont se monter. Alors, il y a deux catégories pour moi. Ces films-là vont se monter, mais avec une orgie d'argent. Une orgie d'argent, parce que tout est préparé, tout est bien ficelé. Donc, tu prends X, Y, tu mets là, à la place qu'on a besoin, et puis on dit, voilà, on ouvre les vannes, et boum, ça va partir, puis ça va amener beaucoup d'argent. Et puis, il y a ces films-là, je pense, à côté, dans la deuxième catégorie, qui sont des films qui sont pas forcément des grands budgets, mais qui sont des films, on va dire, comme Babysitting, c'est ça? Comme Babysitting, tous ces films-là, qui sont des vraies surprises,
Et vraiment, c'est parce que c'est des films de potes, qui sont des vraies surprises, et parce qu'il y a du talent, parce qu'il y a une écriture différente, et qui vont faire du carton. Et ça, on n'est pas là. Nous, on n'est pas dans le... Nous, pour moi, la vraie référence, en tout cas, pour nous, c'est un peu l'écosystème de babysitting. C'est entre potes. Un peu à la new-yorkaise, aussi, tu vois. Ne pas, fabriquer un film qui a vraiment une écriture différente, qui a vraiment une dextérité, un talent à tous les niveaux, et dire, voilà, on va proposer ce produit-là, un vrai produit, quoi. C'est pas... Moi, je suis pas un produit. Moi, je travaille avec un producteur. Toi, je suis plutôt un auteur. Donc, je peux pas... peut-être que... je peux pas être catalogué comme un produit parce que c'est vraiment... C'est pas très conceptuel. Mais par contre, là, je pense qu'il y a une chance si ça devient un vrai concept. Un peu ce que fait... ce mec, comment il s'appelle, Tyler Perry, ouais. Un peu, voilà. Et là, vraiment, je pense que c'est l'avenir, quoi. L'avenir de notre communauté. Et quand je dis communauté, c'est j'englobe toute la communauté. C'est pas la communauté afro, c'est j'englobe ces gens-là qui ont envie d'être différents, qui viennent de multiculture. De cultures différentes, mais qui ont ce côté fraternel dans l'envie, quoi. C'est pas la première fois qu'on se parle. Il faut savoir qu'on s'est croisés par hasard en Côte d'Ivoire dans un contexte assez au hasard, je dirais vraiment au hasard. On a échangé et on a eu l'occasion de se revoir après et tu m'as raconté à quel point tu as été impliqué dans ce film Fanon, même à titre personnel, tu l'as vraiment pris au sérieux. Tu m'as même dit que t'es allé chez lui, tu t'es assis sur son fauteuil, tu l'as comme invoqué, si je puis dire, pour lui demander la permission et pour le prévenir que tu allais faire ce film. Moi, ça m'a vraiment touché quand tu m'as dit tout ça et je l'ai même ressenti en ayant vu le film jusqu'à l'acteur que tu as sélectionné. D'où est-ce que tu le sors? Parce que vraiment, il a un vrai charisme et il n'est pas connu du grand public. Donc déjà, comment est-ce que ça se fait que tu aies pris vraiment ce sérieux par rapport au développement de ce film Fanon et ensuite par rapport à l'acteur que tu as sélectionné? Alexandre Bouillet. Exactement. Incroyable. Ouais. Non, c'est vraiment une révélation. Bah, en fait, compte, alors, moi, je pourrais dire que sur tous les sujets qui me sont très importants, non pas je demande une bénédiction, mais je m'assure que je suis le mieux capé pour y aller jusqu'au bout. Comme je sais que ça va être tout le temps des marathons, donc je fais très attention que je ne sois pas en bout de course mentalement pour qu'après, je me dis non, c'est trop dur, je change de projet. Donc je me mets, non pas une pression, mais je me mets tous les atouts physiques et spirituels pour pouvoir avancer et que si jamais parfois je flanche, je suis en manque de confiance. Je me souviens que j'ai fait des choses un peu folles pour tout le temps me faire pousser dans le dos par quelque chose qui est au-delà de la normalité. Et en allant sur les traces de Fanon, c'est une façon pour moi d'aller voir l'esprit de ce monsieur, lui dire, comme tu as dit, que ce film va être important dans ma vie et que s'il y a encore des choses qui me manquent, est-ce que ce qui reste de lui, à l'endroit où lui est passé, est-ce qu'il peut me donner sa force? Parce que ce qu'il a fait, c'était tellement incroyable. Il a dû avoir les mêmes doutes que moi, à des moments identiques. Et est-ce que lui, qui lui a donné cette force d'aller jusqu'au bout dans son parcours, quoi. Donc je me suis, avec beaucoup d'humilité, assis sur le siège de son bureau, à l'hôpital de Blida. J'ai demandé à tout le monde de sortir, parce que j'étais avec mon co-scénariste, j'étais avec ce qu'on appelle les pisteurs, les gens qui t'accompagnent dans les repérages. Et puis je suis resté, on va dire, un petit quart d'heure, non pas à prier, mais à invoquer sa pensée. Moi, je suis croyant spirituellement. Je ne suis pas croyant, même si mes parents sont très religieux. Moi, je suis vraiment spirituel, je suis très connecté. Et j'ai vraiment, j'ai raconté un peu des choses, quoi. Ça pas un peu surréaliste avec vous comme ça, mais je sais qu'à ce moment-là, j'avais besoin. J'avais vraiment besoin. Et puis je ne sais pas si j'ai reçu quelque chose ou pas. En tout cas, quand je suis reparti de là, j'étais prêt, quoi, prêt à cette aventure. Quand tu dis que tu lui as raconté des choses, tu t'es présenté ou tu lui as demandé? Enfin... Attends. C'est vrai que ça peut rester entre toi et Fanon. T'es pas obligé de dire. Non, mais je pense qu'il me connaissait. Je pense qu'il me connaissait. Je pense qu'il savait que il t'attendait. Ouais, je pense qu'il savait que j'allais venir à un moment ou à un autre. Ok. Ouais. Je pense qu'il savait que j'allais venir et j'allais avoir besoin de lui.
Tu nous l'as dit tout à l'heure, je t'ai entendu le dire ailleurs aussi, c'est 10 ans de vie. On va s'asseoir, ça va nous prendre 2 heures, on va apprendre, on va pouvoir véritablement s'immerger de la pensée et du message. Mais toi, c'est 10 ans de ta vie. J'ai vu que tu as fait une interview avec le média Caribbean People et tu l'as félicité d'avoir fait le travail de déplacement pour venir jusqu'à Marrakech lors du festival pour pouvoir honorer, respecter le travail. Enfin, vraiment, j'ai beaucoup aimé la manière dont tu l'as congratulé quant au fait d'avoir fait le travail de se déplacer. Donc, je la shout-out aussi. Bravo à l'équipe de Caribbean People. Pourquoi je dis ça? C'est parce que j'aimerais que tu nous dises pourquoi est-ce qu'il est primordial, notamment pour les membres issus de notre communauté, de se rendre le 2 avril au cinéma pour aller voir Fanon, s'il te plaît. Alors, je dirais qu'il y a deux choses très importantes. La première, c'est que je pense que nous avons tous besoin de ce film-là, intimement, intellectuellement. Je pense que nous sommes dans une période qui traverse des remous comme jamais on a traversé. Je pense que, sincèrement, que d'une façon unitaire et citoyenne, je pense qu'on a besoin à un moment de s'arrêter, de comprendre quel vent nous pousse et surtout qui contrôle ce vent-là. Et qu'on doit faire corps une bonne fois pour toutes pour savoir où on met notre destin et à qui on le met. Je pense que en tant que citoyen, aujourd'hui, on doit savoir qui est en train de nous distribuer des mauvaises cartes, car elles sont mauvaises. Et en second temps, je pense que c'est d'abord aussi un film de cinéma. C'est aussi un grand moment de cinéma pour moi, puisque je suis un cinéaste et que j'essaie aussi de produire quelque chose qui doit à un moment plaire, graphiquement, visuellement, en termes de jeu. On a parlé des comédiens, donc on est aussi dans un élément de divertissement qui, à un moment, doit aussi donner de la joie en termes d'émotion. Tu vois, quand je parle de joie, c'est pas en rire, mais avoir la satisfaction de voir quelque chose qui nous plaît en termes de projection, de fabrication. Et pour rebondir à ce que tu me disais par rapport à Caribbean People, je pense que c'était ça, pour moi, la première valeur, c'était de venir me dire que ce que tu fais est important, que si on se déplace de la Guadeloupe jusqu'à Marrakech, c'est que c'est aussi notre part de mission de partager, comme vous faites aussi, de partager ce début de travail, parce que c'est là, il commence aujourd'hui. C'est-à-dire que mon travail est important, mais je pense que ce qui est encore plus important, c'est tous ceux qui vont le partager, tous ceux qui vont me permettre d'être audible pour raconter cette histoire-là, et puis pouvoir, une bonne fois pour toutes, et on en parlait tout à l'heure ensemble, c'est que mon époque, vous n'étiez pas là, et j'étais un peu seul, quoi. J'étais vraiment un peu seul à défendre mes films, parce que les médias m'ont jamais donné l'heure, donc je ne pouvais pas raconter mes films. Je ne pouvais pas raconter qu'est-ce qu'il y avait dedans, pourquoi je les faisais. Il n'y avait rien, il n'y avait aucun micro qui se tendait. Donc les films passaient en salle, et puis c'était sauf qui peut, quoi. Donc aujourd'hui, la donne a changé, et je pense que c'est là que le public, multi-public, va peut-être enfin nous entendre et dire que ce qu'on fait a une valeur marchande, mais aussi a une valeur aussi de conscience. Comment est-ce que tu as sélectionné cet acteur? Pourquoi Alexandre Bouillet? Et ensuite, j'aimerais te demander... vas-y, je te laisse répondre à cette question et ensuite... C'est vraiment l'architecte du film, Alexandre Bouillet. Et moi, ça fait longtemps, on va dire, depuis une petite trentaine d'années que je fais des films et que je cherche et que je recherche. Il y a eu des belles découvertes, je veux dire, Dali, Admiral, Gigi Apali. Il y a eu des très belles rencontres cinématographiques dans tout ce que j'ai pu faire. Mais il est vrai que Fanon, c'était entre guillemets, une autre carcasse, quoi. C'était vraiment une autre carcasse, parce que c'était tellement quelqu'un qui était indéfinissable, c'était quelqu'un qui était tellement inaccessible. Très peu d'images en plus, contrairement à des Malcolm X. Très peu d'images d'archives, très peu d'informations sur lui, la démarche, la voix, et un visage. D'ailleurs, comment ça s'explique ça? Ce serait trop large, mais on a beaucoup mis en avant Aimé Césaire, très peu un Fanon. C'est l'époque et ce qu'il représentait. C'est qu'il y avait, et puis lui, je pense qu'il était très malin, il n'avait pas envie qu'on le voie. Et c'est un peu cette similitude que j'ai avec lui, c'est qu'il ne cherchait pas le micro. C'est-à-dire que ma mère m'a toujours dit que tant que tu es en dessous des radars, tu peux aller le plus loin. Dès qu'on t'a repéré, les problèmes commencent. Donc je pense que cet imaginaire-là de rester le plus longtemps sous les radars et de sortir quand tu te sens assez fort, c'est un peu cette similitude que je trouve que
C'est que nous pertinent. avons ensemble, quoi, tu vois. Et la découverte d'Alexandre, c'est une des paroles que j'ai demandé à Fanon. C'est de m'envoyer la personne qui était la plus évidente pour ce film. Et Alexandre est venu comme ça. Alexandre est venu grâce à mon casting, Sylvie Brochet, qui m'a dit il y a un jeune comédien que personne n'emploie à sa bonne valeur. Rencontre-le, je suis certain qu'il a quelque chose qui va te plaire. Et quand Alexandre est arrivé au rendez-vous, que je faisais machinalement, ce qui est très drôle sur ce film-là, j'ai décidé de rencontrer 4 comédiens. Parce que je savais très bien qu'il y avait tous les autres comédiens afro ne correspondaient pas à mon cinéma. Et je dis pas ça par vandardise. Je dis vraiment qu'on a chacun un cinéma et que pour moi, j'ai des envies aussi de travailler avec des gens, d'autres je n'ai pas envie. Et ben, je sais que la majorité de ceux qui tournent actuellement, ça ne m'inspirait pas du tout pour ce film-là. Et que je n'avais pas sous la main, quoi. Et quand Alexandre est arrivé, quand je l'ai vu, je savais pertinemment que c'était le rôle. Et j'ai appelé mon producteur, Sébastien, il me dit, je crois que j'ai trouvé notre Fanon. Et il m'a dit, il a fait des essais. Je lui ai dit, non, il n'a pas fait d'essais, mais il est là en face de moi et je sais que c'est lui, quoi. Il me dit, oh, il va faire des essais. Et puis, je savais très bien que les essais allaient cartonner, quoi. On s'est parlé. J'ai pas préparé Alexandre, je l'ai laissé aller avec ce que je ressentais de plus vrai en lui. Et puis, une fois qu'elle a été embauchée, on est parti dans un travail. Il a fait sa part de travail, j'ai fait la mienne. C'est-à-dire que la mienne consistait à le mettre le plus en phase, le mieux sur le plateau. Et puis lui, sa part, c'était se préparer pour qu'il soit Fanon. Ok. Aujourd'hui, le film n'est pas encore sorti. C'est quoi l'état d'esprit? C'est quoi d'être dans ta peau aujourd'hui? Est-ce que c'est du stress? Est-ce que tu es confiant? Est-ce que tu es fier de ton œuvre? J'imagine que tu vas jamais dire non, mais... Non, je vais dire ce que je ressens vraiment. Vraiment. Moi, je pars du principe que je suis vraiment dans ma personnalité. Je suis quelqu'un qui ne joue. Enfin, tous les Antilles, comme on est vrai. Nous, on est un mot chez nous qui nous personnifie, c'est le mot authentique. On est des gens authentiques. Quand les Antillais, on est, je sais pas, on peut dire peut-être aussi des Africains, mais chez nous, le mot authentique, c'est quelque chose, c'est une valeur humaine. Donc, et je pense que, alors, pour répondre à ta question, je dirais, je suis pas dans le stress de savoir si ça marche ou pas. Je suis plutôt rassuré parce que j'ai vu le film qu'on a fait. Je suis rassuré sur ce que je vais proposer. Je l'ai vu de mes yeux vus. Au-delà de la fabrication. C'est-à-dire que je l'ai vu en étant un peu extérieur à la fabrication. Et ce que je vois, ça me plaît assez. Ce que je vois de ce qu'on a fait, ça me plaît assez. Et quand je vois ça, je me dis, si moi, je suis dans cette peau-là, il y en a plein qui vont être dans ma peau. Donc je me dis qu'il y a beaucoup de gens qui vont plaire, ça va leur plaire, quoi. Donc ça, c'est une chose. Je pense que il y a beaucoup de gens, ça va leur plaire. Parce que je pense que ça manque. Ce ticket-là, il manquait. Ensuite, au niveau de la fierté, je suis fier pour tous ceux qui m'ont accompagné, ça c'est sûr, parce que c'est aussi ça l'intérêt, c'est que tous ceux qui ont sué, parce qu'on a sué, dans les décors, dans les costumes, enfin il y a tellement d'histoires que je pourrais raconter, des comédiens. Je dis que, enfin, ce film, c'était aussi un grand film où on s'est amusé à travailler fortement. Mais on n'a jamais travaillé dans le stress, on s'est jamais engueulé. Enfin, tu vois, moi, je suis quelqu'un qui aime les gens. Donc, du coup, on me pousse à aller loin, donc je pousse aussi les gens à aller loin. Donc, on a travaillé dans une belle ambiance, une très belle ambiance, avec les costumes, chef déco, avec les comédiens. Et Sébastien nous a permis de faire le film le plus complet possible, dans les endroits les mieux. C'est-à-dire que le film, je l'ai monté au Canada, dans les studios Mels, où se créent les effets spéciaux des Avengers. Okay. Donc j'ai bénéficié d'une technologie pointue en étalonnage. Celui qui a étalonné le film, c'est celui qui fait les films de Xavier Dolan. Donc c'est pointu, quoi. Et puis j'ai eu cette chance de travailler avec un jeune chef-op qui s'appelle Ariel Meto, qui est une future star pour la lumière, pour le cadre, qui est vraiment, je pense, un des tout prochains chefs-op mondiaux. Vraiment, tu sais, les Canadiens, c'est spécial, hein, parce qu'ils sont au Canada, mais les Américains les chassent. C'est-à-dire qu'ils ne viennent pas en France chercher les chefs-op. Enfin, il y en a quelques-uns qui ont réussi aux États-Unis, mais le vivier des techniciens
ils vont le prendre au Canada. Parce que les Canadiens ont cette culture, cette double culture européenne et américaine. Exactement. Donc, ils arrivent à faire des trucs de ouf, quoi. Et la lumière de Fanon, c'est ça. C'est vraiment quelque chose qui m'est propre. Enfin, c'est vraiment une lumière qui est signée pour mon film. Elle ne ressemble pas aux autres. Et j'ai la chance de travailler avec toute une équipe luxembourgeoise, du mix, des décors, des costumes. Et j'ai simplement gardé mon chef, mon ingénieur du son, que j'avais sur les autres films. Donc, tu vois, il y a une sorte de reset qui s'est fait pour avoir ce projet le plus neuf et le plus au niveau du gap, quoi. Je sais pas comment tu dis. Pointu. Pointu, pour présenter quelque chose qui, à mon avis, ne ressemblera pas à mes autres films, même si c'est toujours ma signature, mais qui va aussi avoir sa place dans l'industrie du cinéma, alors je vais dire français, mais l'ambition est dépassée déjà à cause de ce personnage qui résonne de façon mondiale, quoi. Justement, si on reste sur ce personnage et la proximité, le rapport que tu as avec lui très jeune, si je ne m'abuse, corrige-moi, hein, mais le film commence quand il arrive en Algérie, c'est ça ? Et se termine au moment final. De ce que tu as lu de lui, de ce que tu sais de sa vie, quelle est l'anecdote, quel est l'un des passages dans l'un de ses livres, je ne sais pas, qui t'a touché le plus ou qui a plus résonné en toi, au point de vouloir le porter au monde, parce qu'aujourd'hui, on a un film à son effigie. Alors, l'image, ça fait des frissons. Hein. C'est pourquoi ? Parce qu'en fait, quand tu parles de lecture, et nous, on parle d'image. Tu vois, c'est ça qui est fort. C'est que ce que j'ai lu, je l'ai mis en image. Et pour rejoindre ce que tu dis, c'est le moment où il est dans l'amphithéâtre, où il commence à déstructurer ce qu'est le racisme. Et derrière, dans son dos, il y a un truc qui a marqué la peur. Et quand j'ai lu Les Derniers de la Terre, tout le long, il essaie de parler du racisme. Et je me disais, mais qu'est-ce que c'est le racisme ? Qu'est-ce que nous, on peut mettre comme image sur le mot, le racisme, quoi. Enfin, sur ce mot-là. À l'image, quoi. Ouais, à l'image. Ce truc qui est matériel, qui est une pensée, quelle action, qu'est-ce que je mets dedans ? Et en fin de compte, quand on écrivait avec Philippe, je dis, mais pour moi, le racisme, c'est dû à qu'une chose, c'est la peur. C'est la peur de l'autre. On n'est pas raciste pour une chose X, Y, parce qu'on ne connaît pas l'autre, et donc du coup, on est rempli de préjugés, on a peur de lui. Et donc, du coup, on a créé cette scène-là, dans l'amphithéâtre, et quand je suis rentré pendant les repérages, je lui ai demandé, est-ce qu'il y a un tableau dans cet amphithéâtre ? Il fait, oui, il y a un tableau. Je dis, ah, super. Et quand je suis rentré dedans, vous allez voir, j'ai dit, on va mettre quelque chose dans son dos, et tout le discours va nous faire penser à ce qu'il y a dans le dos. Donc, il y a toute une narrative où il raconte ce qu'est structurellement le racisme et d'où il vient, mais entre ce qu'il dit, c'est le mot, pour moi, qui est derrière lui qui est important. La peur. C'est résumé en un mot. Ouais. Magnifique. Magnifique, magnifique. Ce film, il a été... j'ai la sensation qu'il ne fait pas énormément de bruit aujourd'hui en France. Est-ce que c'est une volonté ou pas, sachant que tu me disais un peu off caméra que dans d'autres parties du monde, il est plus qu'attendu. Comment ça se fait qu'il y a une différence, j'ai l'impression, entre la façon de l'accueillir en France ? Est-ce que ce n'est qu'une impression, déjà, entre l'accueil qu'on lui réserve en France et ailleurs dans le monde ? Et si c'est le cas... Alors, très honnêtement, pour moi, on est dans du flou. Hein. C'est vraiment, on est dans ce qu'on appelle le mur du silence. On ne sait pas ce qu'il y a derrière le mur. Donc, moi, je suis d'accord avec toi. Aujourd'hui, je ne sais pas. Ce que je sais, par contre, du côté de mon mur, là, c'est qu'il y a énormément, mais quand je dis énormément de gens, qui viennent sur ce média social qu'on appelle l'Instagram, à l'ancienne, et qui viennent du monde entier. Et d'une majorité, c'est du Brésil. La grosse, on va dire, il y a 40% de gens qui viennent du Brésil et qui sont étonnés qu'il y ait un film sur Fanon. Ils viennent chez moi en France, là-bas. Ils viennent voir, et puis ils repartagent ce truc qui sort en France. Ils repartagent ce truc qui sort en France. Ensuite, il y a une très grosse partie de la communauté fanonienne ce sont des donc il y a une communauté fanonienne. Qui est énorme, en France, qui est énorme, mais qui fait partie du mur du silence. C'est des gens qu'on n'entend pas parce qu'ils ne sont pas cités. Ils ne sont pas questionnés sur la question. Toi, c'est pas des gens qui ont l'œil Fanon, c'est super. Alors, mais c'est des gens qui
chaque fois qu'il y a un ouvrage sur Fanon, ils achètent. Chaque fois qu'il y a Fanon, ils viennent. Donc, et cette communauté, elle est importante. Elle n'est pas majoritaire, mais elle est très importante. Elle est silencieuse. Parce que ce sont des gens qui sont à l'image de Fanon. Ouais, absolument. Voilà. Et qui sont pas, qui sont sur tous je veux dire, qui sont sur toutes les échelles sociales, quoi. Enfin, qui sont dans toutes les strates sociales. C'est pas des gens qui sont simplement dans l'humanitaire. C'est des chefs d'entreprise, c'est des intellectuels, c'est des profs de lycée, c'est des artistes. C'est vraiment pas. Ce qui est intéressant, c'est il est dans l'être humain. Il n'est pas dans un événement communautaire. C'est l'être humain. Et ça, c'est une quantité que j'ai repérée. Maintenant, de l'autre côté du mur, c'est le cinéma. Et ça, je ne sais pas. C'est-à-dire que je pense que si ce film est réussi, et c'est des gens qui vont aller voir Fanon, parce que c'est aussi un grand moment de cinéma. Si c'est un grand moment de cinéma, imagine Fanon rencontre un franc succès. Vers quoi est-ce que ça te projette, toi, derrière? Qu'est-ce que tu te vois développer? À quel type de... tu te dois participer à quel type de projet? Est-ce que tu y penses? Oui, bien sûr. Non, mais c'est... je suis né pour ça. Hein. C'est comme... je suis né pour ce que tu dis. Je suis né pour les étoiles. Non, mais je le dis parce que c'est vraiment... C'est quand tu commences à faire ce métier-là, même si tu le fais au jour le jour, secrètement, tu rêves d'un projet. C'est comme un mec qui roule en karting, qui voudrait bien faire un championnat de Formule 1 et qui dit putain, ça serait bien, mais il n'ose pas y rêver parce qu'il ne se sent pas légitime. Il dit ouais, mais bon, je ne ferai jamais parce que devant, il y a Hamilton, il y a ceci, il y a cela, et puis personne ne me connaît, et puis j'ai jamais été produit. Donc, du coup, moi, j'ai jamais été repéré ou identifié par les gros studios, par la Gaumont, par tout ça. Donc, du coup, c'est des choses sur lesquelles je ne peux même pas rêver. Mais dans mon fort intérieur, je sais que j'ai la capacité d'aller quelque part. Et cette capacité-là, c'est clair que mon fantasme le plus ultime, c'est de faire un grand film comme j'aime à Hollywood. Okay. Mais comme j'aime. Toi, c'est pas faire un film avec de Hollywood, c'est vraiment faire les films qui font partie de ma filmographie, des personnes que j'aime, mais avec les moyens, le fast, parce que c'est fantasmagorique. Moi, je suis né avec le cinéma hollywoodien. Donc, c'est pour moi le Graal de dire putain, ça y est, je suis là, quoi. Et pourtant, Richer l'a fait, enfin, d'autres l'ont fait. Toi, Mathieu l'a fait, il y a plein de gens qui ont. Comment ça, celui qui a fait Alien Caro Genet ont fait. Et pendant les années 50-60, il y avait beaucoup de réalisateurs européens qui partaient faire les films et les meilleurs aux États-Unis. Donc, il y a toujours cette vase aspirante d'Européens qui vont faire des films dans des studios américains. Et le tout dernier, c'est peut-être Steve McQueen, qui a fait l'acteur, le réalisateur anglais, qui a fait 12 Slave, qui a fait un film là-bas. Donc, je me dis, Ezen Passy a fait aussi une saison blanche et sèche. Une saison blanche et sèche. Oui, ta chaussette. Elle a fait ça. Mais de ma génération, afro-caribéen, c'est un truc qui serait formidable, quoi. Moi, pourquoi j'aime beaucoup ce que tu dis, d'une part, c'est parce que tu tu partages au monde ce fantasme que tu as. Et étant persuadé que la parole est créatrice, je le prends comme un cadeau, ce que tu dis, parce que tu as beaucoup de gens qui disent non, faut pas partager ses ambitions, ses rêves. C'est beau que tu le dises. Et je pense que Dieu, nos ancêtres, tu vois, iront dans ce sens pour te permettre de le faire. Et ce que j'aime doublement, c'est que Hollywood, mon fantasme, mais pas à n'importe quel prix. Parce que il pourrait y avoir ce piège de se dire, j'y vais. Et par n'importe quel moment, tu as dit mon cinéma, tu vois, en faisant force de proposition. Et ça m'inspire beaucoup parce que, tu sais, on vient de milieux dits défavorisés. Tu parlais tout à l'heure de ce choix qu'ont fait beaucoup de personnes, peut-être dans une forme de facilité au travers de la musique. On n'en a pas parlé, mais tu as fait référence à Kenzie, qui est pour moi, c'est... Laisse tomber, quoi. C'est une légende absolue, ce monsieur, et qui était, lui, très construit aussi, très jeune. D'ailleurs, chez vous, là, je sais pas ce que vous avez mangé dans le 95, mais très jeune déjà, toute cette génération-là, des Passy, tout ça, on dirait que c'est incroyable comment l'éveil était déjà, cette déconstruction
Là, j'ai réussi. Tu vois, il était déjà présente chez vous, c'est incroyable. Donc ça me touche beaucoup. On pourrait tellement parler encore des heures. J'ai tellement de choses que j'ai envie de partager avec toi. Quand je suis arrivé dans le studio tout à l'heure, tu m'as demandé si le pull c'était pour toi, parce qu'il y a cette référence en fait à Abidjan. Et je voulais savoir en fait quel est ton rapport avec l'Afrique, sachant que tu es aujourd'hui installé. Tu nous as expliqué un petit peu ce qui t'a poussé à te dire ouais, je pose mes valises, mais est-ce que tu peux partager avec nous ton rapport en fait au continent? Alors, il est très linéaire du fait que ma mère, nous sommes Guadeloupéens, mais de Trinidad et Tobago. Mes parents sont anglophones. Et anglophone, c'est pas la même histoire que les francophones de la Martinique, Guadeloupe. Exactement. Chez nous, la racine africaine, c'est direct. Chez les anglophones, Barbade, tout ça, on sait d'où on vient très rapidement. Quoi. Les Français, on a effacé les noms, on a échangé des trucs et tout. Donc, nous, on vient de la Trinité et Tobago, arrivé en Guadeloupe, mariage et tout, etc. Et j'ai toujours été éduqué dans cette culture afro, quoi. Chez nous, il n'y a pas eu d'aliénation, il n'y a pas eu d'effacement, on a toujours eu. Ma mère était très consciente de ses origines africaines à l'époque, encore dans les années 50-60, où l'Afrique s'est vue un peu comme un genre le jungle, quoi. Souvent, on a reproché aux Antillais de ne pas assumer leurs racines africaines. Chez nous, la famille Barney, c'était un socle, quoi. C'est un socle. Et donc, du coup, très rapidement, ma première petite amie, qui était ivoirienne, métisse, juif, et ça, c'était un cadeau du ciel qu'elle a reçu dans les années 80. Elle est partie, alors je ne sais pas si c'est la Magba, mais elle est partie à 20 ans en Côte d'Ivoire. Et moi, j'ai suivi. Donc, à 22 ans, j'arrive à Abidjan. C'était Houphouët-Boigny qui était président, et c'était... Mais on nous a menti, quoi. Quand tu vas là... Mais c'est ça, le truc. La découverte. C'est la découverte, quand tu vois... Je parle des années 80... Bon, à 20 ans, c'est les années 85. Toi, tu dis, mais c'est pas du tout ce qu'on nous a dit. Parce que c'était Houphouët-Boigny, c'était mégapole. C'était tout l'Afrique descendait à Abidjan. Alors que nous, on avait la vision de ces caves, les mouches dans les yeux des bébés. Exactement. Et nous, il y avait un côté folklorique, médiatisé, par le cinéma, par le truc, par Black Pink. Enfin, il y avait un folklore qui était détestable. Et quand tu arrives là-bas, tu sens que tout ça, c'est ta source. C'est la source du peuple premier, quoi. Tu sens que c'est... Et à la fois, c'est peuple premier, mais à la fois, c'est très moderne. Donc, du coup, tes repères, c'est plus les mêmes. Et quand tu retournes en France, tu dis, mais... c'est comme si tu en retires un voile. Un voile, quoi. Et du coup, j'ai toujours regardé, moi, cette authenticité avec l'Afrique, en prenant l'Afrique comme vraiment un pays d'avenir. Et non pas un pays de carrefour, un pays d'avenir, de dire, voilà... Et donc, mes allers-retours se sont faits comme ça pendant très longtemps. Et dernièrement, il y a 6 ans, je retourne là-bas, comme assez souvent. Et puis, il y a à la fois, de nouveau, un coup de foudre amoureux, un coup de foudre... Louis qui rigole, parce que c'est de quoi on parle. et voilà, et puis tout d'un coup, je me dis, bon voilà, à mon âge, où j'en suis, ce film qui arrive, l'inspiration qui n'est pas forcément là, où j'ai puisé ce que j'ai demandé il y a quelques années dans le bureau d'Algérie, à Blida, à Fanon, quoi. Et puis je me dis, bah, c'est peut-être là, il faut que je pose les valises, et puis je rencontre aussi une designeuse, Liliane Saïd, et de création, et puis elle décide de mettre des choses en place pour que je sois prêt, bien, et puis on part sur un projet. Un projet. De vie. De vie. C'est comme ça, tu dis de vie, quoi. Un beau projet. Magnifique. Ouais. Et puis voilà, et puis je trouve que après avoir tant voyagé, tant tourné, bah, c'est peut-être aussi ça la vie, quoi. Tu vois, c'est trouver l'endroit où tu es bien, et puis profiter. Trop bien. Te ressourcer et puis partir à la guerre après, quoi. Aujourd'hui, tu te sens plus chez toi à Abidjan qu'aux Antilles? Enfin, est-ce que tu préfères l'un à l'autre ou est-ce que c'est juste une étape? Comment est-ce que tu le vois? Moi, je pense que c'est complémentaire. Mes enfants vivent en Guadeloupe, toujours. Et je pense que c'est une continuité. C'est une continuité d'homme, c'est une vie d'homme. Et il faut l'assumer. C'est vrai que parfois, on pourrait tout opposer
l'ancienne vie, l'ancienne femme, la nouvelle femme. Et je crois que c'est aussi c'est des débats sur lesquels il faut qu'on soit à l'aise. La femme que j'ai eue pendant 20 ans, qui m'a donné des enfants, m'a permis de devenir un homme, de grandir, de comprendre des choses. Celle que j'ai maintenant me permet encore de grandir, de passer à une autre étape de ma vie. Toi, tu n'as pas le même état d'esprit que quand tu as 20 ans, que tu as 50 ans ou 60 ans. Je pense qu'il y a des hommes qui n'ont pas besoin d'accompagnement, qui se font tout seuls et qui ont des aventures, des histoires amoureuses, même des femmes, mais elles ne sont pas aussi importantes que ça dans leur vie et dans leur construction. Et puis, je pense qu'il y a des hommes où le rapport avec leur femme, c'est constructif, quoi. Moi, dans mon rapport de vie, la femme, enfin, mes femmes, ma femme, ont toujours été, à cause de ma mère, ça revient toujours à ça, a toujours été constructif. C'est-à-dire, j'ai toujours besoin d'un aller-retour, d'un regard féminin sur mon travail, d'un regard aussi féminin sur la société, pour pas toujours être énervé, de pas toujours être en train de râler. Tu vois, il y a une température qui fait ça, et puis quand tu es en mode de faiblesse, bah, la femme, elle te remet un coup de booster. Comme, il y a une certaine complémentarité. Ouais, et puis c'est cette complicité qui est bonne pour nous. Après, il ne s'agit pas de pas être, et ça je le dis vraiment là devant vous deux, mes jeunes frères, mais il ne s'agit pas de manquer à notre stature, parce que c'est aussi une sorte de hiérarchisation, de responsabilité, parce que c'est ça aussi, l'homme est homme parce qu'il a la responsabilité de la famille, mais elle est co-gérée aussi par la présence féminine. Ce sont des sujets pas évidents à aborder en ce moment, justement avec les débats qu'on a en Occident, qu'on met en contradiction avec les débats qu'il y a en Afrique. Et c'est vrai que je pense que ce sont des sujets importants à savoir remettre au centre des priorités, notamment dans nos communautés, parce qu'effectivement, on n'a pas la même philosophie, je pense, de la famille, de la vision de l'homme, de la femme. Et c'est important de mettre cette complémentarité en avant. Tu sais qu'on nous a jamais entendus, hein. C'est ça qui est triste, c'est parce qu'on toujours on parle de virilisme, de masculinité, mais tu entends toujours un regard des gens qui sont atrophiés à cause de leur éducation occidentale. C'est ça le truc. Le problème, c'est que quand tu prends des triples cultures, ça donne quelque chose d'hybride. Et du coup, ce qui sort, c'est hybride. C'est pas c'est révélateur d'une société actuelle. Mais par contre, quand tu vas chercher réellement dans un parcours culturel ou de racines, ben, tu vois qu'il y a quand même ce que nos pères, nos grands-pères, et je parle même des gens de la campagne. Quand tu vas à la campagne profonde et tu entends les grands-parents parler, tu sens que le rapport familiaux sont sur des socles. Ils ne te racontent pas n'importe quoi, le grand-père. Il te dit des choses et la grand-mère à côté ne te raconte pas n'importe quoi. Et nous, on arrive avec un hybride entre l'hamburger et puis comment ça s'appelle la witch. Ah ouais, les consoles, tu veux dire? Comment? La console, ouais, bien sûr. D'un coup que c'est pas là-dedans, il fallait chercher la vérité. La vérité, elle se trouve dans le terrain. Bien sûr. Terrain, en tout cas. Tu viens de nous dire l'importance qu'ont pu avoir tes femmes dans ta vie, dans ta construction d'homme. Si on revient rapidement sur le film, si je ne m'abuse, tu as travaillé avec ton fils, avec Timour, c'est ça? Ouais. Est-ce que tu peux me dire, en fait, quel a été son rôle? Voilà, déjà. Et d'autre part, qu'est-ce que ça fait? Parce que tout à l'heure, je ne sais pas si je vais trahir un secret, mais tu expliquais que voilà, t'aimes bien le setup et que finalement, pourquoi pas peut-être faire un truc un peu comme ça chez toi, un podcast. Et on parlait du coup de transmission. Tu disais que t'arrivais à un âge où la transmission pourrait te parler, ce à quoi on t'a fortement encouragé à le faire. On a besoin de ces lumières, tu vois. Du coup, quel a été son rôle et qu'est-ce que ça fait, tu vois, d'avoir à travailler avec son fiston comme ça? Mon fils, il travaille avec moi depuis, alors je vais dire sans dire de bêtises, depuis Tropicamère, parce que je l'ai eu pendant que j'étais en train de faire le gang des Antillais. J'étais en train de faire Negmaron. Et puis, lui, il est dans le digital. Il est comme vous. Donc, c'est un truc, je comprends rien. Mais en tout cas, ce qui est important dans les rapports que j'ai... Alors, j'ai une fille qui a 17 ans, qui est une fille. Et j'ai un fils qui est plus âgé, qui a 23 ans, et qui est vraiment très affûté sur les mêmes thématiques que moi. La conscience, la technologie, l'individu dans la société, c'est des thèmes qui lui sont chers. Mais lui, je pense qu'il est comme vous, il a pris la branche digitale. Et moi, c'est un truc que je ne maîtrise pas du tout. Donc, du coup, le regard que j'ai avec lui, c'est toujours un regard sur la société face à l'industrie. C'est comment moi, en tant qu'homme humain société, qu'est-ce que je vais proposer pour que les gens me comprennent mieux?
Et donc, c'est toujours des allers-retours, des discussions avec lui sur comment je peux, moi, le mieux me écrire, me comporter, comment je peux le mieux aussi traduire les questions que lui, à son âge, il se pose. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que les questions que nous, en tout cas, on se pose, ça fait écho à nos enfants. Et eux, ils ont besoin d'entendre ce filtre-là. Et si on ne leur donne pas la façon ça rentre le mieux, ça fait encore une génération qui va se perdre. Et j'en veux pour témoin, et ça c'est hyper important, cette génération, même si je n'en veux pas, mais on verra, on fera l'addition plus tard, de stand-uppers qui sont passés au cinéma, c'est qu'ils n'ont pas eu justement le père qui leur a parlé dans l'oreille pour dire attention, l'enjeu est très délicat, ce qu'on fait c'est très sérieux, on peut s'amuser de tout, mais il faut avoir le livre et le translate pour le faire, quoi. Et ça, je confie, mon fils est le translate. Je veux que ce que ma mère m'a donné, en termes de conscience, en termes de maturité, en termes de responsabilité, il y a une génération à qui ça ne s'est pas fait pour des raisons qu'on pourra peut-être en parler plus tard. Mais en tout cas, aujourd'hui, le père il est à la maison et le père parle à son fils. Moi, mon père, il n'était pas là. Tu vois. Et je pense que c'est ce qui s'est passé avec les gars qu'on parle là. Il y a eu un moment, le père était absent. C'est bizarre de dire ça. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais voilà, je pense qu'à un moment, il y a la transmission ne s'est pas fait et que de nouveau, nos enfants, on va pas les lâcher, on va leur transmettre nos valeurs. Mais ça, en tout cas, je trouve que cet état d'esprit est très important et c'est pas pour rien que les hommes les plus puissants du monde sont dans cette logique-là. C'est pas pour te comparer à lui, hein, mais quelqu'un comme Donald Trump, on le sait qu'aujourd'hui, il a été notamment réélu parce qu'il a été accompagné par son fils qui, lui, maîtrisait toute la sphère digitale. Ouais. Et je trouve ça très intéressant de développer sa vie en s'aidant de son entourage proche, autant ta femme que tes enfants. En fait, c'est comme si c'était un corps qui nourrissait un projet commun, avec chacun ses directions. Et là où je pense que ce qui s'est passé, tu parles de la génération des stand-uppers, mais c'est vrai que ça ne concerne pas que les stand-uppers, ça a été générationnel, où j'ai l'impression que sur les années 2000, pendant 20 ans, le message, ça a été un peu n'écoutez plus vos parents, regardez le système. Exactement. Il y a plein de personnes qui sont arrivées là sans avoir besoin de personne. Exactement. Et je trouve que là où on a ressenti cette époque-là comme un progrès, au final, aujourd'hui, on se rend compte que c'est pas tant un progrès que ça et que c'est même un recul parce qu'il y a eu une cassure. Et si c'est fort ce que vous dites, parce qu'en fait compte, on n'a pas le temps d'analyser parce qu'il n'y avait pas. C'est habituellement ça, c'est pas toi qui a repéré ça. On aurait dû avoir des sociologues, des anthropologues qui auraient dû analyser ce que tu dis. Sauf qu'on n'a pas eu ça. On est parti pendant 20 ans, tambour battant, et personne ne s'est arrêté pour dire les déviances ou les trucs sur lesquels on était en train de partir. C'est qu'à la fin de ce mouvement-là, qu'on se pose, et là on dit « Ah putain, c'était finalement ça. » quoi. Moi je pense que, en fait, et on va pas tarder à finir, je crois, je pense que on a été dans une situation délicate dans la mesure où... de crise, hein. De crise, ça, parce que, c'est ça. Parce que dans la mesure où tu n'évolues pas déjà dans l'écosystème, entre guillemets, dans lequel tu es censé évoluer, il y a déjà un combat à ce niveau-là. Tu vois, on parle de Fanon aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est... Oui, tu veux dire quelque chose? Oui, et en plus, pour revenir sur ce que tu dis, on était dans un système de crise, on n'était pas dans notre écosystème, mais tu verras que tout ça se sont fait jeter dans leur écosystème. Bien sûr. Et dès qu'ils ont dépassé les bornes, on les a jetés dehors. Exactement. Donc, ils n'étaient que invités. C'est ça. Et quand tu n'évolues pas déjà, pas que là où nous, on est censé évoluer, c'est parfait, c'est le paradis. Il n'y a pas de paradis sur Terre, mais déjà, quand tu dois t'adapter, tu veux pouvoir être inclus. Ça, c'est un premier combat. Ensuite, tu as la réalité de là où tu évolues. C'est-à-dire qu'il y a une culture à laquelle tu dois plus ou moins adhérer. Et en fait, tout ça, ça crée une espèce de gloubi-boulga. Ça, c'est les vieux qui disaient ça. Une espèce de mélasse comme ça. Où est ton identité là-dedans? Et c'est pour ça que je pense que cette nouvelle génération, elle vous regarde, elle s'intéresse à des hommes comme Fanon, etc. Parce que finalement, on a compris ce que tu as dit, frérot, que là, ce truc-là, en fait, ça ne nous correspondait pas du tout. En plus, là, on arrive dans des dérives, voilà, tu vois, qu'on ne va pas évoquer ici, mais qui vont très loin, et on sent que ça ne résonne pas avec nous, en fait. C'est pourquoi c'est vraiment, moi, je trouve ça, c'est magnifique, ce que... Là, je suis en train de vivre presque le meilleur moment de ma vie, là, avec vous. Wow. Mais vraiment, c'est pourquoi? Parce qu'on fait compte, là, on a un débat sur lequel votre génération sont en train de rattraper ce qu'on a commencé. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme s'il y avait une continuité.
Et quand tu parles, tout ce que tu viens de dire, je pourrais sortir une image et je pourrais te la mettre devant toi. C'est Prosper. Tu vois, Prosper, il arrive là, dans quelques jours à l'écran. Ok. Tu vois, c'est qui? Non, pas du tout. Ben, en fait, quand tout ce baby boulga, toute cette proposition qui n'a pas de sens et qui essaye quand même de rattraper, de s'accrocher aux branches, elle est incarnée pour moi dans un projet cinématographique qui arrive là. Qui s'appelle Prosper. Quand tu regardes les plateaux télé, on te sort des insanités, mais d'une puissance, d'une méchanceté énorme. Et donc, nous, on devrait, au contraire, garder ce discours toujours rectiligne, tout. Non, je pense que nous, on a le droit aussi aujourd'hui d'être scandaleux ou d'être scandalisé, quoi. Et moi, j'ai le droit d'être scandalisé par des propositions qui, des fois, me font peur parce que je vois très bien le dessin que ça incombe. Et de la même façon, en montant avec de recul, j'ai été scandalisé par un film qui s'appelait, à titre et avant titre, qui s'appelait, Black Micmac, parce que je voyais que de la caricature dedans. Et en plus, ça a été fait par quelqu'un que j'adore, qui est Thomas Gilou, qui est pour moi un des grands réalisateurs, et pas un acteur que j'adore, qui est de Boncolé, mais c'était un produit qui était censé folkloriser la communauté africaine. Eh ben, 30 ou 40 ans plus tard, tu as la même redite avec un film qui s'appelle Prosper, qui est réalisé par peut-être un mec qui a moins de talent que Thomas Gilou, c'est par Zadi, tu vois, mais ça reprend la même thématique. Et c'est pour ça que je dis que le cinéma, c'est la société qui se répète. Le cinéma c'est pas quelque chose qui est découpé de notre éducation, c'est quelque chose qui, c'est le prolongement de notre système. Et c'est pour ça qu'il y a très peu de gens qui nous permettent d'y aller, parce que c'est une puissance tellement révélatrice que si tu ne montres pas des garanties, tu ne rentres pas dedans. C'est même pas un prolongement, c'est même une tendance, des directions qui sont données. C'est comme une banque, le cinéma. C'est la banque qui va pouvoir capter ton milieu de vie et te permettre de continuer comme tu dois répondre à la société. Et c'est d'ailleurs ce qu'a utilisé Hollywood pendant un siècle. Mais c'est ce qu'a fait Hollywood. Hollywood a fait ça pour Power. Ouais, voilà. A fait ça pendant. C'est que quand il y avait la Seconde Guerre mondiale, c'est le cinéma qui a fait entrer les États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale. Exactement. C'est vraiment, c'est comme une propagande, mais à grande échelle. En un film, tu peux changer un État. Exactement. Et une fois que tu comprends ça, tu comprends pourquoi il y a autant de réticences, autant d'accélérateurs. T'as entendu parler de ce projet, Prosper? Non, pas du tout. Non, moi non plus. Pas du tout. Je vais regarder du coup, mais je sais pas si le but c'était de faire de la pub. Moi, je trouve important que quand on parle de cinéma, on parle de ce qui est bien pour nous et ce qui est pas bien pour nous. Bien sûr. Et que si on peut pas le faire, c'est-à-dire que il y a que les entrées qui vont régner, qui vont nous dire tais-toi parce que ça fait tant et puis c'est tout. Non, il y a des choses aussi où on dit gars, non, ça, c'est pas bon pour nous. Ou si c'est bon pour toi, dis que c'est que pour toi. Mais l'image que ça envoie, on a envie d'échanger dessus, quoi. En tant que citoyen, on a envie de savoir un peu ce qui se passe pour nous. C'est là que tu vois... Et c'est pas parce que tu es dans ce métier-là que tu n'as pas le droit d'être à la fois un observateur et critique. Bien sûr. C'est là que tu vois, même s'il y aurait plein de choses à dire, mais les limites du capitalisme. Parce que ce que tu dis est très important. Au nom du business... On va te dire, tais-toi, t'as pas le droit de critiquer parce qu'il y a eu tant d'entrées, mais ça n'a rien à voir. Il y a tant d'argent investi. Bah oui, ça n'a rien à voir en fait. Ce n'est pas parce que le capitalisme a gagné de ce point de vue-là que l'œuvre est bonne ou que et que ça nous allie aussi mentalement. Parce que c'est ça le truc. Exactement. Que si tu prends à l'inverse aujourd'hui et on prend ce qui s'est passé avec Mercato, tu vois, le film de Jamel Debbouze, qui, à mon sens, on dit rapidement. C'est parce qu'il n'a pas été assez présent sur la guerre palestinienne-israélienne. Il n'a pas été assez engagé, Et qu'on lui fait payer à travers son corps de métier. Moi, je dis, il faut regarder aussi ce que vaut le film. Bien sûr. Tu vois ? Bien sûr, il joue un agent, je crois. Moi, je pense qu'on a le droit très honnêtement, on a le droit de départager. L'artiste est un artiste. Pour moi, un artiste, c'est aussi un citoyen. Pour moi, c'est ça les deux. Mais il y a des gens aussi qui ont cette liberté d'avoir un parcours. Tu vois, par exemple, si tu prends un mec comme Louis de Funès, qui a fait que des comédies, mais c'était quelqu'un qui était très engagé socialement, qui était très, très engagé. Et pourtant, il était dans la comédie. Donc, on ne va pas dire, non. C'est-à-dire que tu peux faire aussi des films très engagés et puis être une pourriture socialement.
Donc, toi, il n'y a pas de liaison. Clairement. Donc, c'est-à-dire que peut-être Debbouze, il a fait énormément de choses, et peut-être qu'il n'en a pas discuté. Il n'a pas voulu mettre sur le paravent. Donc, voilà, tout ça, il faut être très attentif, très fin, mais à la fois, on demande aux gens, en tout cas, de ce qui revient à l'écran, c'est d'être en phase aussi un peu, quoi. C'est marrant, enfin, après on va conclure, mais c'est ce qu'on voit dans le cinéma, c'est ce qu'on voit aussi dans la finance, c'est ce qu'on voit un peu partout. C'est qu'à un moment donné, j'ai l'impression qu'on fait toujours face à ces deux directions qu'on peut prendre, ou qu'est-ce qu'on met en finalité. Est-ce qu'on met avoir le plus d'argent possible, ou est-ce qu'on met le fait d'aller, de respecter qui on est, ce qu'on veut, notre vision, le message que l'on veut. Parce que c'est pareil dans la construction de ses finances personnelles. Ça peut être un objectif de devenir milliardaire, ou ça peut être un objectif d'avoir assez d'argent pour pouvoir faire ce que tu veux faire dans ta vie. Les deux vont t'amener à de la richesse, mais les deux ont des essences et des directions totalement différentes. Bah, dans le cinéma, au final, je constate exactement la même chose. Et je pense que pendant très longtemps, effectivement, et c'est à l'image du monde, on a été drivé par des personnes qui avaient pour finalité l'argent. Et maintenant, il est temps que la tendance s'inverse, on en a besoin. C'est ça. J'avais des questions aussi pour faire effectivement un parallèle avec les finances personnelles. Nous, on a développé la Nekao School, qui est une école où, au travers de laquelle on souhaite développer l'éducation financière. Parce qu'au sein de notre communauté, c'est un vrai manque. Et dans ce monde capitaliste dont on vient de parler, ne pas maîtriser et comprendre l'argent dans le couple, dans le foyer, c'est se tirer une balle non pas dans un pied, mais dans les deux. Et donc, j'avais des questions, parce qu'on en a un peu parlé quand même au travers de ton métier de réalisateur et comment aller chercher les financements et comment... Donc, on en a un peu parlé. C'est vrai que je voulais pousser un peu plus loin, mais c'est pas très grave. De toute façon, on arrive à la fin et on aurait pu parler encore des heures, franchement. Moi, j'aimerais quand même te donner le mot de la fin. Enfin, qu'est-ce que tu voudrais dire en dernier, je sais pas, un message ou quoi que ce soit, et puis je conclurai quand même sur notre épisode, mais ou alors il y a peut-être une question qu'on t'a pas posée que tu aurais souhaité, je sais pas, aborder, je sais pas. Qu'est-ce que tu dirais pour finir? Moi aussi, il y a un grand fantasme, une grande question sur laquelle j'aurais bien voulu apporter un éclairage, c'est sur oui ou non, y a-t-il un manque de solidarité dans notre communauté, quoi. Waouh. Oh non, ça aurait été magnifique. Mais on va faire une partie 2. C'est aussi la grande question sur laquelle... l'avantage que j'ai aujourd'hui, c'est que maintenant je suis un ancien, donc je peux faire une analyse. Ouais, une analyse complète de ce que j'ai commencé au milieu et presque là. Donc c'est toujours une question que j'ai jamais pu répondre, parce que j'ai un parcours où on m'a beaucoup aidé, où j'ai beaucoup été soutenu par ma communauté, où j'ai toujours été... Vraiment, c'est drôle, hein, chaque fois que j'ai entendu ça, je me dis, mais est-ce que c'est parce que... D'où ils tiennent ça Mais est-ce que c'est parce que tu n'as pas le feeling ou Moi, j'ai toujours eu des super... je sais pas, c'est un truc que j'ai jamais compris. D'ailleurs, je t'ai entendu dire dans une interview que il te tenait à cœur de toujours faire démarrer tes films, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit en français, mais de les diffuser aux Antilles au début. Ouais, c'est toujours. En fin de compte, ce qui est important pour moi, c'est que moi, la culture créole, c'est un truc qui est chevillé au corps. Donc pour moi, c'est vraiment ma boussole. C'est vraiment, et partout où je vais dans le monde, cette culture-là, c'est vraiment ce qui fait interréagir, aimer, désaimer avec... voilà, j'apporte comme un breton, comme un corse, comme un italien. C'est vraiment une culture qui m'est propre, enfin qui infuse. Mais à la fois, cette culture-là me permet d'être en phase avec tout le monde, quoi. Elle me permet d'être en phase avec tout le monde. Bon, écoute, c'est noté. Franchement, ça aurait été super d'avoir ton point de vue là-dessus, même si tu as donné quelque peu la direction de ce qu'aurait été ta réponse. En tout cas, véritablement, y a des gens parfois qui peuvent me reprocher, je vais le prendre personnellement, le fait d'avoir une attitude de fan. Moi, je le dis, et je le dis face caméra. Elle est où la caméra, comme disait l'autre? Je sais pas s'ils ont la ref, mais concrètement, je suis fan, moi. Je suis quelqu'un qui est fan. Je suis fan des gens qui font. Je suis fan des gens qui osent. Je suis fan des gens qui sont disruptifs. Je suis fan de toutes ces personnes-là, et j'aime avoir à leur dire. J'aime avoir à faire en sorte qu'ils le ressentent dans la manière dont je les regarde, dont j'essaie de les questionner. Et je me sens extrêmement honoré que tu aies fait voilà, ce déplacement et que tu nous aies partagé tes lumières. J'espère que vous kifferez, que vous adorez cet épisode. En tout cas, nous, on prend toujours autant de plaisir
Vous savez que au travers de la Nekao School, ce qu'on souhaite véritablement, c'est apporter notre pierre à l'édifice. Je le disais à l'instant, ne pas comprendre ce qu'il en est des rouages de l'argent dans ce monde, c'est ne pas pouvoir créer, enfin non, c'est ne pas pouvoir prendre et faire le choix, si c'est le vôtre, de rentrer au pays. En fait, voilà, ça reste malgré tout le nerf de la guerre. Il ne faut pas tout faire pour de l'argent, mais il faut être en capacité de comprendre comment est-ce qu'il fonctionne pour pouvoir en faire. Et c'est au travers de ce type d'échanges qu'on espère que vous l'entendrez. En tout cas, la Nekao School est l'école créée par des membres de la communauté, pour vous permettre d'arriver à cela. Si tu souhaites échanger avec moi, Loïc, un membre de notre équipe, tu as le lien là dans la description, c'est gratuit. C'est un échange qui est gratuit, donc ça ne te coûte rien. Les gars, j'ai envie de vous dire à la prochaine. Et le 2 avril, on va voir Fanon. Ben oui, obligatoirement. Voilà. Obligatoirement. Obligé. Ciao tout le monde. Salut. Merci Jean-Claude.